Bonsoir messieurs, dames. Vous m'entendez bien? Partout? Formidable. Ça marche pas? Si, ça marche. Si, voilà. Maintenant, ça marche. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette première conférence du 3e cycle Nos sociétés en transition et en discussion. Ce cycle de conférences est organisé conjointement par le Conseil du développement durable de l'Université de Mons, ainsi que par le collectif citoyen Mons en transition. Le but de nos conférences, c'est d'amener la population à se poser des questions, à débattre et à peut-être, idéalement, proposer des solutions. Nos conférences sont toujours organisées sur le même modèle depuis 2 ans et on ne va pas changer cette année. On a un conférencier, aujourd'hui c'est Guillaume Pitron qui nous fait le plaisir d'être parmi nous pour l'ouverture de ce cycle, on y reviendra dans quelques minutes. Mais on a aussi envie de mettre en avant des initiatives citoyennes, locales, en donnant la parole à des gens qui, ici à Mons ou en tout cas dans les environs, ont mis en place des choses qui permettent peut-être d'évoluer, de faire changer, de faire modifier nos sociétés et de les mettre réellement en transition. Alors vous voyez que cette année encore, nous aurons un très joli cycle de conférences. Je vous invite d'ores et déjà à indiquer cette date dans vos agendas. Vous voyez que le prochain invité que nous aurons le plaisir d'accueillir n'est autre que Benoît de Rennes, le président de la Fondation pour les générations futures, qui viendra ici même dans moins d'un mois, donc dans 3 semaines. Nous aurons également Alison Loconto qui viendra nous parler de système alimentaire en transition. C'est une chercheuse de l'INRA en France qui a une extrêmement bonne réputation puisqu'elle a participé notamment à la rédaction de plusieurs rapports pour la FAO. Et enfin, on va quand même innover un petit peu cette année puisque la dernière conférence, le 23 mars, est une conférence participative. Alors une conférence participative, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas encore bien clair même pour nous. Une conférence participative, en tout cas, ce sera un moment d'échange où on vous invitera à venir apporter non pas uniquement une oreille attentive à ce que quelqu'un viendra raconter, mais en tout cas à venir apporter éventuellement des solutions avec un panel d'experts pour discuter ensemble et proposer ensemble des solutions. Je vois qu'il y en a qui notent dans leur agenda, je les en félicite les dates. Pour tous ceux qui ne notent pas dans leur agenda, n'hésitez pas à nous laisser votre email pour que l'on puisse vous rappeler quelques semaines à l'avance à chaque fois qu'une de nos conférences est organisée. Je vais maintenant laisser la parole à Quentin, qui est à la fois de Mons en transition et l'Université de Mons, c'est très pratique, et qui va vous présenter Mons en transition. Voilà, merci à tous d'être présents. Nous nous réjouissons de vous voir si nombreux. Donc, je vais vous parler un petit peu de Mons en transition. Donc, Mons en transition est un mouvement citoyen, apolitique et indépendant de tout financement public ou privé. Ça va, vous m'entendez bien? Ok. Donc, c'est un mouvement citoyen qui fait partie du réseau des villes en transition. Alors, le mouvement des villes en transition est né il y a un peu plus de 10 ans en Angleterre et c'est devenu un mouvement tout à fait international. Et donc, ce sont vraiment des collectifs citoyens qui essayent d'agir à l'échelle locale pour une transition. Alors, une transition vers quoi? Donc, transition, c'est toujours un terme un peu vague. On se demande de quoi. Une transition, c'est le passage d'un état initial à un état final. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la transition? Donc, c'est une transition au niveau de notre mode de société. Et donc, on a certaines valeurs qu'on voudrait défendre et qu'on voudrait promouvoir. Alors, cette première valeur, j'ai essayé de synthétiser un peu toutes ces valeurs en trois grandes idées. Donc, la première idée, c'est l'idée d'une société durable, d'une société respectueuse de l'environnement. Donc, nous pensons que la nature a des droits et que c'est important donc de reconnaître ces droits et d'en tenir compte. L'être humain n'est pas autorisé à s'installer quelque part et exploiter tant et plus la planète sans la préserver. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est une société plus solidaire et plus juste. Ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par un droit de chacun à s'alimenter sainement, à avoir une éducation de qualité, des soins de santé. L'an dernier, nous avons fait une conférence sur les migrations parce qu'on pense que, malheureusement, dans le contexte actuel, les migrations ne se font pas de manière digne et respectueuse. Donc voilà pour ce qui concerne la deuxième idée, cette idée de solidarité. Et une troisième idée que je voudrais mettre en évidence, c'est l'idée donc d'un respect de toutes les cultures et de toutes les origines ethniques, de toutes les religions. Et donc toute personne tout citoyen de la région de Mons, qui se retrouve dans ces valeurs,
peut rejoindre Mons en transition s'il le souhaite. Donc je vous invite à la fin de la conférence à nous donner vos contacts ou à prendre les nôtres afin de pouvoir vous investir si vous le souhaitez. Donc voilà pour les valeurs que nous défendons. Alors concrètement, quelles sont les missions que nous nous sommes données? Alors on s'est donné comme mission d'informer sur les initiatives locales de transition, de fédérer également concernant la transition. Donc c'est un peu ce qui est écrit là, hein, rassembler, informer, inciter. Et donc on a mis en valeur des dizaines d'initiatives de transition à Mons. Il y en a vraiment beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Alors ça, je vais en citer quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, une initiative qui est née il n'y a pas longtemps, c'est l'Alternative dans le piétonnier à Mons, un magasin qui vend des denrées sans aucun emballage ou avec des emballages réutilisables. Et donc ça, c'est l'idée vraiment du zéro déchet, ce qui est important pour des thématiques de développement durable. Il y a également Oxfam, qui est un groupe très actif à Mons et qui a organisé il y a 2 jours notamment une projection d'un film sur l'industrie et le commerce international de la tomate. Et donc il y a eu tout un débat. Voilà. Donc ça, c'est une initiative de transition parce que ça pose des questions et ça remet en cause notre mode d'alimentation et le commerce international. Voilà. Alors on peut citer aussi beaucoup de producteurs dans la région, hein, des agriculteurs, des éleveurs qui font un travail remarquable. Vous pouvez les rencontrer facilement en allant au marché, plutôt que d'acheter vos produits dans les grandes surfaces. Je vous incite à retrouver ces producteurs. Voilà. Et bon, voilà, je pourrais citer vraiment des dizaines d'initiatives. Je vais pas en faire une liste exhaustive aujourd'hui. Donc voilà, nous nous donnons comme mission de donner une certaine visibilité à ces acteurs. Alors, il y a une deuxième... Voilà, alors dans nos activités, donc bien sûr, il y a les cycles de conférences qui permettent de faire une réflexion sur la transition. Alors, on a aussi réfléchi à notre manière de fonctionner, donc on a mis en place toute une gouvernance au sein de Mons en transition. Donc ça, si vous souhaitez, je vous donnerai aussi plus d'informations sur ce point-là à la fin de la conférence, parce que je ne pense pas que ce serait... on ne peut pas résumer ça rapidement, donc je ne vais pas en dire plus. Voilà. Alors je tenais à vous annoncer également que Mons en transition participe à la marche pour le climat qui aura lieu le 2 décembre. Donc il y a de multiples associations montoises qui se donnent rendez-vous à la gare de Mons le 2 décembre au matin. Ce sera vers 10h du matin, donc départ pour Bruxelles, pour pouvoir participer à ce rassemblement. C'est assez rare d'avoir des rassemblements de cette ampleur en Belgique pour le climat. Comme je le disais, on considère que la nature a des droits et qu'il faut pouvoir défendre ces droits-là. Donc voilà, si vous avez sorti votre agenda, c'est également l'occasion d'écrire le 2 décembre, participation à la mobilisation pour le climat, départ de Mons vers 10h du matin à la gare. Voilà, et donc avant chacune de nos conférences, nous souhaitons donner la parole à des représentants de quelques initiatives locales qui sont actives dans des thématiques liées au thème de la conférence. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc des terres rares, qui sont des matériaux utilisés dans beaucoup de nouvelles technologies, les smartphones, dans les batteries, les moteurs électriques. Et donc on s'est dit, à l'échelle de ce que nous sommes, des citoyens, de simples citoyens, que peut-on faire face à ça? Et donc on a invité le Repair Café qui... vous pouvez bientôt prendre la parole. Donc voilà, nous avons invité le Repair Café donc, qui tente de limiter le gaspillage et de permettre la réutilisation d'appareils électriques notamment. Donc je vous laisse présenter votre initiative. Mais bonsoir. Voilà, je vais essayer de vous présenter très rapidement en quelques mots le Repair Café de Mons. Le Repair Café de Mons qui fait partie du réseau des Repair francophones de Belgique, le Repair Together. Alors, qu'est-ce qu'un Repair Café? Bonne question. Alors, je vais vous donner simplement mon impression de bénévole depuis 2 ans. Je dirais que le Repair Café, c'est un rassemblement d'humains qui partagent des valeurs, et dont une valeur, c'est ne pas jeter pour rien
essayer d'éviter le gaspillage en prolongeant la vie des objets. Hein? Donc quand dans le commerce on vous dit Madame, monsieur, c'est foutu, il faut le jeter, il faut en acheter un nouveau, c'est pas forcément vrai. Donc nous au Repair Café on va essayer de le réparer. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais en tout cas on a essayé. Et puis on essaye de réparer avec vous. Donc on va impliquer la personne dans la réparation pour lui faire prendre conscience qu'il y a peut-être moyen peut-être d'entretenir mieux, ou bien il aurait pu réparer lui-même. Enfin voilà, démonter les objets déjà avec les yeux et puis apprendre à les démonter avec des outils. Ça c'est une de nos valeurs. Alors un peu d'humour pour une autre valeur, hein, lutter contre l'obsolescence programmée. Donc c'est une réalité, l'obsolescence programmée, mais en même temps c'est pas forcément une fatalité. Donc nous on va essayer de contourner par des petits tuyaux, s'échanger des petits bons plans pour contourner l'obsolescence programmée. C'est aussi important. Alors qu'est-ce qu'on répare ? On répare les électroménagers, on répare tout ce qui est électronique. On va réparer aussi les vélos, les outils de jardin. Il y a des couturières qui sont là pour réparer, donner une autre vie à vos vêtements. Qu'est-ce qu'on a encore ? Je jette un coup d'œil sur mon copion parce que j'ai une journée dans les méninges et c'est pas facile. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ? Oui, on a aussi maintenant un atelier cuir, donc une personne qui travaille le cuir. On a un spécialiste Senseo, voilà. Donc, voilà. Et puis toutes sortes de choses qu'on essaye en tout cas de démonter. Alors, le Repair Café, c'est grâce aux bénévoles réparateurs qu'il existe. C'est des gens qui essayent, qui donnent une demi-journée de leur temps tous les mois pour réparer, pour s'impliquer d'une façon ou d'une autre. On a une équipe d'une 30aine de bénévoles en moyenne, dont une 20aine dans la réparation et une 10aine qui font d'autres tâches comme l'accueil, tenir le bar, faire des jeux avec les gens. Parce que quand vous arrivez, vous êtes accueillis dans une salle d'attente, on s'occupe de vous. Et c'est aussi une valeur que le Repair Café essaye de propager, c'est tisser du lien. Donc tisser du lien social, se rappeler qu'on n'est pas seul et qu'on essaye de lutter ensemble. Et il y a des bénévoles qui viennent aussi pour rencontrer des gens, des visiteurs aussi, quelquefois simplement pour boire un café, puisque évidemment on boit du café au Repair Café. Et c'est toute une communauté qui se crée comme ça autour d'une lutte pour anti-gaspillage. Alors, mais vraiment très rapidement, voilà, historique de la naissance des Repair Café. Vous voyez que Mons est né en novembre 2013, donc on va bientôt fêter nos 5 ans. Et on va faire la fête, parce qu'on aime aussi faire la fête. Et je dois dire aussi que c'est grâce aussi au local qu'on nous prête, donc c'est grâce aux bénévoles qu'on existe, mais on a aussi un local. Si on n'a pas de local, on ne sait pas faire de Repair Café. Et là, maintenant, on est hébergé par la maison de quartier de l'Allée des Oiseaux à Mons. D'ailleurs, nous en profitons pour les remercier, parce qu'il y a une équipe super dynamique qui est là, qui est flexible, qui s'adapte quand on a besoin de rester plus tard, de venir plus tôt. Enfin, vraiment, ils sont formidables et la réussite du Repair Café est en partie grâce à eux également. Voilà, si vous voulez plus d'infos, parce que c'est court pour vous, on pourrait en parler pendant des heures. On sera, après la conférence, on aura une petite table. Si vous avez des infos à nous demander en complément. Il existe pas mal de Repair Café dans la région, il n'y a pas que celui de Mons, donc je ne vais pas parler que pour Mons. Et tous les renseignements pour les autres Repair Café, vous pouvez les trouver sur le site Repair Together. Et j'ai parlé beaucoup des bénévoles, donc j'en profite. On est un peu victime de notre succès, donc on a beaucoup d'interventions à faire. Et quelques bénévoles ne seraient pas de refus. Donc si vous sentez un peu l'âme d'un réparateur ou même pour faire des gâteaux, ça nous intéresse aussi. N'hésitez pas à venir nous poser des questions tout à l'heure ou à venir nous dire bonjour pour éventuellement rejoindre notre équipe. Et merci. Voilà, donc merci pour ce témoignage. Donc maintenant, j'invite les personnes qui vont parler de droits et devoirs.
une initiative relativement similaire. Ah, vous voulez utiliser celui-là ? Pas de problème. Voilà. Bonsoir, merci à toutes et à tous de votre présence ce soir. Merci à Mons en transition, c'est un honneur de nous inviter pour participer, pour faire savoir ce qu'on fait. Je pense que le temps il est limité et je pense qu'une image et une vidéo, ça sera mieux que mon discours. Mais je vais juste dire, je remercie la personne qui a présenté, en tout cas, qui a introduit, il a parlé du droit de la planète. Aujourd'hui, on va vous présenter droit et devoir. Et nous, c'est droit, c'est-à-dire tout le monde a le droit d'apprendre et notre devoir d'enseigner. Donc c'est une structure qui est basée un peu sur le constat qu'on connaît tous aujourd'hui. Les personnes qui ont été nées dans les années 30, ils ont vu la population, elle a passé de 2 milliards à 7 milliards. Au cours du XXe siècle, donc, la consommation d'énergie a été multipliée par 10. On va parler des minerais rares. Donc apparemment, l'extraction, sous le contrôle du professeur aussi ici en présent, l'extraction des minéraux industriels, elle est multipliée par 27 et celle de matériaux de construction par 34. Donc ce qu'on pourrait dire, mais vraiment il y a une vitesse de changement. Qu'est-ce que ça pourrait évoquer et qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme une initiative? Donc ici on va vous présenter une petite initiative, donc c'est vraiment un grain de sable et je serai à votre disposition pour en parler par après si vous le souhaiterez. Merci. Un plus, c'est-à-dire faire de la mixité, ça donne un plus et ça renforce. J'adore aller découvrir. Je suis arrivé du Maroc, mais avec un patrimoine culturel, social et économique. Et le mélange avec la culture et la culture européenne, ça m'a fait que un plus, c'est-à-dire faire de la mixité, ça donne un plus et ça renforce. J'adore aller découvrir, aller rencontrer des personnes, avoir l'ouverture vers quelque chose de nouveau. Vous êtes au magasin de droit et devoir. Il faut savoir que cette structure a été créée sur base d'un constat qu'il y avait 55 000 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques et il fallait trouver une solution. Tout le matériel qui se trouve pour la destruction quelque part, ici il vient et on lui donne une seconde vie pour le réemploi. Et on est en plein économie circulaire parce que le produit reste dans une boucle fermée et en plus il donne aussi des opportunités pour des personnes qui sont à la recherche d'emploi. Vous êtes ici au 4e site de droit et devoir, donc vous êtes ici chez Formarec. Formarec est une société coopérative à finalité sociale dans laquelle on arrive à la fin de la chaîne, je dirais, de la récupération et de la réutilisation. Ici, ce qu'on fait, c'est le démantèlement et la valorisation en matières premières secondaires. Le citoyen dépose son téléviseur dans l'écoparc, il arrive ici pour le démanteler. C'est-à-dire le découper en fractions. Qu'on voit ici, il y a la carcasse extérieure. On a la carte électronique qui se trouve à l'intérieur. On a la bobine de déflexion qui est composée de cuivre. Donc ça, c'est recyclé en matière première, secondaire. Et notamment, on a le plastique, avec ce plastique-là qui est transformé en granulé. Et avec ça, on produit les pare-chocs de voitures et les tableaux de bord. Est-ce que tout est recyclé? Tout est recyclé. Et ici, rien ne se perd, tout se transforme.
La chance qu'on a ici au sein de Droits et Devoirs, on a plus qu'une dizaine de nationalités. Dizaine de nationalités, ça veut dire des paradigmes différents, des idées différentes, et c'est qui stimule la créativité et l'innovation. Et nous, c'est vraiment notre cheval de bataille. Voilà, donc à la fin de cette conférence, nous vous convions à une petite réception. Donc là, vous pouvez voir que donc, nous accueillons la Maison des Vins Fins qui nous propose déjà depuis, donc c'est pas la première fois qu'ils viennent, ils nous proposent depuis pas mal de temps donc, des vins bio ou biodynamiques, donc ils vous expliqueront ce qu'ils vous proposent. La brasserie Saint-Lazare, donc ce sont des bières locales. Et des spécialités syriennes, donc c'est Djebne. Nous nous avons déjà invité l'année dernière parce que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a organisé une conférence sur les migrations. Et donc on avait souhaité inviter, donc ce sont des immigrés d'origine syrienne, des immigrés syriens qui ont ouvert un petit restaurant syrien donc dans le centre de Mons. Et donc nous les avions invités et on a pensé que c'était intéressant donc de leur proposer de revenir. Donc voilà, vous êtes conviés à cette réception à la fin de la conférence. Et donc là, je pense que on peut passer. Je passe la parole à Baptiste Leroy qui va nous parler de notre invité, notre conférencier invité. Voilà. L'heure approche d'entendre Guillaume Pitron. Alors Guillaume est journaliste indépendant. Il est diplômé, de nouveau c'est toujours un exercice difficile parce que souvent on lit des choses qui ne sont pas vraies. Donc après le conférencier dit non, c'est pas juste. Bon, on va essayer quand même. Il est diplômé en droit des universités de Paris. Il a un master en droit international à l'université de Georgetown aux États-Unis. Et en fait, ces dernières années, il les a passées à beaucoup parcourir le monde. Parcourir le monde et produire des reportages, tant pour la presse écrite que pour le petit écran, des reportages sur les matières premières et surtout sur les enjeux économiques et sociétaux qu'il y a derrière leur exploitation. Il a remporté de nombreux prix pour ces reportages, et ces reportages ont notamment été publiés dans des revues prestigieuses comme Géo, comme Le Monde diplomatique ou comme le National Geographic. Il a très récemment publié un ouvrage qui s'appelle « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique ». C'est ce dont il va nous parler aujourd'hui. Alors Guillaume, on le connaît plutôt pour des vidéos qu'on a tous vues passer sur Facebook. Et je dois bien vous avouer que la première fois que j'ai vu une de ces vidéos, je ne l'ai pas partagée. Je ne l'ai même pas likée. Parce que je me suis dit, ben merde alors. Voilà encore quelqu'un qui va nous empêcher de changer le monde tranquillement. Voilà quelqu'un qui va nous obliger à peut-être revoir de façon assez fondamentale des choses que l'on pensait complètement claires et nettes. Les voitures électriques, les batteries, les énergies renouvelables vont sauver le monde. Et puis, des gens font ce travail de conscientisation, de dire « Attention les amis, peut-être la solution que vous êtes en train de proposer va être pire que le problème. » Et donc, après mûre réflexion, nous avons décidé de nous intéresser à ce que racontait Guillaume Pitron. Et en lisant, on s'est rendu compte que peut-être ça avait un sens de diffuser ce message, et en tout cas de permettre d'en débattre. C'est là-dessus qu'on a commencé la soirée. On veut que nos sociétés soient en transition, mais aussi en discussion. Et donc j'espère que ce soir, après la conférence de Guillaume Pitron, nous aurons l'occasion de débattre, d'échanger, éventuellement de ne pas être d'accord, mais au moins d'avoir entendu le message qui est le sien. Merci de l'accueillir. Merci beaucoup pour cette introduction. Et pour votre introduction à vous deux d'ailleurs, je pensais tenir 45 minutes, mais après l'eau qu'il nous a mis à la bouche, je vais faire 20 minutes maximum. Parce qu'après, il y a le syrien, il y a les vins fins, il y a la bière. Non, je vous demande 45 minutes. Je pense qu'en 45 minutes, je pourrais vous expliquer les thèses que j'ai développées dans un livre,
récemment publié aux éditions Les Liens qui libèrent à Paris. Le livre s'appelle « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique ». Et je répondrai à vos questions, bien entendu. Je m'appelle Guillaume Pitron, j'ai 38 ans, je suis journaliste. D'abord, je viens du droit, je viens du monde du droit et je m'intéressais beaucoup dans mes études et dans mes premiers emplois dans le monde de la banque à la criminalité financière et comment Al-Qaïda se finance par les matières premières. Et je rêvais d'être journaliste, je voulais être reporter de terrain. Ce qui me plaisait, c'était d'avoir un métier d'aventurier. Et lorsque j'ai commencé en 2007 ce métier de reporter, j'ai tout de suite travaillé sur les questions de matières premières et de financement du terrorisme. Ça m'a assez vite emmené vers le Yémen, vers la Corne de l'Afrique. Et je ne suis pas resté spécialiste du financement du terrorisme, mais j'ai continué à m'intéresser aux matières premières, toutes sortes de matières premières, le pétrole, la gomme arabique, le miel, le sel. On fait plein de matières premières différentes et on raconte des choses passionnantes avec ces matières premières qui finissent dans nos assiettes. Et un des grands sujets qui m'a occupé ces 6 dernières années, pas à plein temps, mais qui m'a emmené quand même dans pas mal de pays, une douzaine de pays, et qui a donné lieu à ce livre, ce sont les nouvelles matières premières qui vont remplacer le pétrole. Parce que nous vivons une transition énergétique. Cette transition, tout le monde en a entendu parler. Cette transition énergétique a connu un formidable coup d'accélérateur avec les accords de Paris, la COP 21 en 2015. Et l'idée de la transition énergétique que nous vivons actuellement, c'est qu'il faut décarboner nos économies et nos systèmes énergétiques. Nous sommes fortement dépendants des hydrocarbures, nous sommes dépendants du pétrole, nous sommes dépendants du charbon. Et les gaz à effet de serre émis par ces technologies qui utilisent ces ressources fossiles, eh bien les gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique et il faut sauver le climat, il faut limiter le réchauffement climatique, il faut basculer vers les technologies vertes et les technologies numériques. Ce sont 2 familles de technologies qui sont très importantes. Ces technologies vertes et ces technologies numériques, vous les connaissez, technologies vertes, panneaux solaires, voitures électriques, éoliennes. Ce sont des technologies qui n'utilisent pas de carbone, qui ne rejettent pas de rejet carbone, je veux dire. Et donc on peut consommer sans consommer. Et puis les technologies numériques, c'est merveilleux parce que ça va permettre de faire de l'efficacité énergétique. Vous avez tous en tête ces mots de smart city, smart grid, réseau intelligent. Ça permet de rendre les réseaux électriques notamment plus efficaces. On fait de l'efficacité énergétique. Et puis le numérique, c'est merveilleux, c'est impalpable. Quoi de plus impalpable qu'un cloud, qu'un nuage ? Et après tout, si je peux envoyer des emails plutôt que de poster une lettre à la poste, si je peux remplacer le trafic automobile par le trafic Internet, ça va peut-être permettre de limiter l'impact de l'homme sur les écosystèmes. Et donc ces 2 familles de technologies sont en train de fusionner. Le numérique fusionne avec tout, et notamment avec les technologies de l'énergie. Et on nous promet avec cela un monde beaucoup plus vert, plus responsable. Simplement, je suis journaliste et je me suis dit, mais quelles vont être les matières premières qui vont être indispensables pour ces technologies ? Parce que chaque transition énergétique dépend de matières premières. Nous vivons en fait la 3e transition de l'histoire. La première, c'était la transition qui était celle de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. La première révolution industrielle était permise par la machine à vapeur, et pour la machine à vapeur, il fallait une matière première qu'on appelait le charbon. Et au XXe siècle, on a délaissé la machine à vapeur, on l'a remplacée par un autre moteur thermique, le moteur à essence. Et pour faire fonctionner le moteur à essence, il faut une nouvelle matière première qu'on appelle le pétrole. Et au XXIe siècle, nous voulons nous débarrasser du charbon et du pétrole, à raison, et on va remplacer cette technologie donc, de la machine à vapeur et peut-être du moteur à essence par ces nouvelles technologies vertes et numériques. Et pour ces technologies-là, il faut encore des matières premières, de nouvelles matières premières. L'histoire se répète, et ces matières premières, ce sont des métaux rares. Dans la nature, vous avez ce qu'on appelle des métaux abondants. Les métaux abondants, vous les connaissez tous. Ce sont le fer, le zinc, le cuivre, l'aluminium. Ce sont des métaux de base, comme on dit, que l'on trouve en grande quantité, toutes choses égales par ailleurs, dans la nature. Mais dans une mine, vous n'avez pas que des métaux abondants. Vous avez des métaux dits rares parce qu'ils sont présents dans l'écorce terrestre dans des proportions 1000, 2000, 3000 fois moindres que les métaux abondants. Et ces petits métaux, on les trouve sur cette liste que je vous soumets. Cette liste a été publiée par la Commission européenne fin 2017. Et elle nous dit quelque chose sur ces matières. Donc ces matières, comme je vous dis, le premier critère qui les rassemble, c'est qu'elles sont rares. Ces matières premières, donc ça veut dire qu'elles sont chères, 1000 fois plus chères par exemple que le fer pour certaines d'entre elles. Les marchés sont extrêmement restreints, 10 000, 15 000, 20 000 fois moins de tonnes de volume de ces matières premières échangées par rapport aux grands métaux. Et puis ces matières sont, comme le dit ce tableau, critiques.
Critique, ça veut dire qu'il y a un risque de pénurie d'approvisionnement. La criticité, définie par la Commission européenne, signifie que compte tenu de la tension entre l'offre et la demande, générée notamment par le fait que ces matières premières sont rares et sur des marchés restreints, eh bien, ça peut créer des situations de pénurie. Et la Commission européenne édite tous les 3 ans une liste qu'elle met à jour de ces matières premières dites critiques. Parmi lesquelles, donc c'est là que je vais vous présenter ces fameux métaux. Donc ces matières premières, on en trouve 27. Toutes ne sont pas des métaux. Vous voyez qu'il y a du caoutchouc en bas à gauche. Il y a du silicium métal en bas à droite. Le silicium, c'est du sable. Mais pour 23 des 27 matières premières, ce sont les fameux métaux rares dont je vous parle. Et il est temps de vous les présenter. Antimoine, bismuth, gallium, magnésium, indium. Vous voyez en bas à droite, terres rares, extrêmement important, les terres rares. Les terres rares, c'est une sous-catégorie de métaux rares qui elle-même se subdivise en 15 métaux, parmi lesquels l'europium, le samarium, le gadolinium, le néodyme. Vous voyez, on fait un peu de poésie en citant ces noms, non pas barbares, mais bien latins. Et ces métaux sont aujourd'hui absolument indispensables à la transition énergétique. Et cette transition énergétique, je vais venir là-dessus, à ce point-là, elle est non seulement consommatrice de ces matières premières-là, mais elle est consommatrice en fait de tous les métaux en général. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre transition énergétique est une transition technologique, mais une transition métallique. Il va falloir quantité de métaux, quel que soit le type de métal, abondant ou rare, pour ces technologies, à commencer par les technologies vertes. Et si je devais en choisir une parmi d'autres pour vous expliquer ce que ça contient comme métaux, autant prendre le symbole de la transition énergétique, la voiture électrique. La voiture électrique, tout le monde en rêve, ça va dépolluer les centres-villes. Ce dessin nous indique qu'est-ce qu'on trouve comme terres rares, donc cette fameuse catégorie de métaux rares, dans une voiture électrique. Enfin, en l'occurrence hybride et électrique. On trouve ces terres rares un peu partout parce qu'elles sont recherchées pour leur qualité, pour leurs propriétés optiques, magnétiques, catalytiques. Et donc on en trouve aussi bien dans les phares des voitures que sur les pare-brises, on en trouve dans les moteurs, on en trouve dans les batteries des voitures électriques, on en trouve dans le pot catalytique des véhicules hybrides, et ainsi de suite. Et ce dessin ne vous parle que des terres rares, parce que si je vous parlais des métaux rares en général, on rajouterait du cobalt dans la batterie, on rajouterait du lithium également dans la batterie, c'est pas rare, mais c'est un métal très important, ou encore du graphite. Donc en fait, ces technologies vertes, telles que les voitures électriques, sont bourrées de ces matières premières rares. Et d'une manière générale, elles contiennent également du cuivre, par exemple. Beaucoup de cuivre dans une voiture, ce n'est pas un métal rare, mais c'est du métal. Je pourrais multiplier les exemples pour les éoliennes et les panneaux solaires. Toutes les technologies vertes ne contiennent pas toutes systématiquement des métaux rares. On peut rentrer dans le détail. Des éoliennes ne contiennent pas de terres rares, mais les éoliennes, c'est aussi beaucoup de cuivre. Les panneaux solaires, c'est du silicium, qui est un métal critique. Et il y a certains métaux rares dans les panneaux solaires. Si vous voulez qu'on rentre dans le détail technique, on peut le faire. Mais retenez tout de même qu'à mesure que nous allons vers cette technologie, il va falloir consommer de plus en plus de ces matières abondantes et rares. Et puis, puisque je vous parlais de numérique, eh bien, prenons l'emblème du numérique, votre téléphone portable. Parce qu'à l'instant où je vous parle, messieurs, dames, vous avez tous des métaux rares sur vous. Vous en avez dans le vibreur de votre téléphone portable. Donc quand votre téléphone sonne, j'espère qu'il est sur vibreur d'ailleurs, eh bien, vous pouvez être certain que c'est parce qu'il y a un petit aimant à l'intérieur de votre téléphone qui vibre, et cet aimant eh bien, est constitué notamment d'un métal rare qu'on appelle le néodyme, qui est une terre rare, et que je vais trouver sur ce dessin, c'est le sigle ND, et je vais le trouver, je ne sais pas où il est. En bas à gauche du verre. Le néodyme est indispensable, il permet en fait de faire des aimants à base de néodyme qui vibrent, et ces aimants sont tout petits, beaucoup plus petits que les ancêtres des aimants de néodyme qui étaient faits avec de la ferrite et qui étaient beaucoup plus gros. Donc retenez bien que si vos téléphones sont tout petits, c'est parce que vous avez des métaux qui, à volume égal, à masse égale, génèrent beaucoup plus, il faut que j'emploie des termes scientifiques corrects, ont des applications qui sont décuplées par rapport et des effets qui sont décuplés par rapport à un métal normal. Et si vos téléphones ne font plus la taille d'une brique, c'est parce qu'on a des métaux avec des propriétés surpuissantes par rapport aux métaux abondants. Vous avez un autre métal que j'aime bien dans vos téléphones portables, celui qui se trouve en haut à gauche, IN, en haut à gauche en orange, l'indium. L'indium recouvre vos écrans. C'est un métal qui, sous forme d'oxyde, de poudre, va recouvrir vos écrans. Et si vos écrans sont tactiles, c'est certes grâce à Steve Jobs, mais c'est aussi parce qu'il y a de l'indium sur l'écran. Et l'indium, c'est la technologie utilisée par Apple dès l'iPhone 1 pour en fait permettre
à tout un chacun d'envoyer des SMS en tapotant directement sur vos téléphones portables et non pas en utilisant les touches. Donc vous avez des métaux sur vous, des métaux rares, vous ne pourriez pas vous en passer. Et d'une manière générale, toutes les technologies numériques sont bourrées de ces métaux rares. Je vous montre juste ce diagramme-là qui nous dit quelle quantité de la production mondiale de tous ces métaux rares, beryllium, dysprosium, gallium, germanium, indium, va dans quelle technologie. Vous voyez qu'il y a beaucoup de technologies numériques. Et donc on voit qu'entre 41 et 95% de la production de certains métaux rares sert pour diverses applications, tels que les divers produits électriques et électroniques, les fibres optiques, les panneaux, les écrans plats, etc., les semi-conducteurs, les lampes à basse consommation, etc., etc. Donc, je vous ai un peu présenté les applications de ces métaux, et ce qui est merveilleux, c'est que ces métaux nous rendent la vie plus agréable, plus légère, plus facile, permettent des technologies qui sont, comme on dit, décarbonées. Et il faut bien reconnaître qu'ils permettent un vrai progrès dans nos modes de vie. Et puis surtout, ils laissent à penser que, en développant ces technologies-là, on va pouvoir progressivement se sevrer des technologies de l'ère thermo-industrielle et continuer à profiter de nos modes de vie actuels sans avoir à rejeter un gramme de CO2 dans la planète. Simplement, je suis journaliste. Et je passe par ce petit intermède avant de vous présenter les prochains diagrammes. Je suis journaliste et moi, je me suis posé une question ou quelques questions que je vous soumets. Ces matières premières, où est-ce qu'on va les chercher? À quel coût pour l'environnement est-ce qu'on va extraire ces métaux du sous-sol? Est-ce qu'il y a des États qui tiennent ces métaux? Il y a eu l'Arabie Saoudite pour le pétrole au XXe siècle, il y a eu l'Angleterre victorienne pour le charbon au XIXe. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des États qui tiennent ces matières premières? Est-ce qu'il y a des enjeux industriels, économiques, diplomatiques, géopolitiques, des enjeux militaires qui sont en train de se nouer autour de l'acquisition de ces métaux? Et j'ai voyagé pendant 6 ans dans une douzaine de pays pour écrire ce livre qui tente de raconter, où je vous propose de vous raconter l'autre histoire de la transition énergétique. Pas celle de JT de 20 heures, pas celle de la une de je ne sais quel journal, pas celle des discours incantatoires des politiques, mais celle des matières premières qui sont indispensables pour que toutes ces technologies soient fabriquées, pour que l'accord de Paris et la COP21 ne soient pas un traité vain. Et quand on regarde tous ces enjeux-là, toutes ces technologies sous l'angle des ressources indispensables pour qu'elles soient réalité, on voit en fait un tableau tout à fait différent de la transition énergétique. Je vous emmène en Chine, et je me trouve pour ce livre en Chine, en 2016, dans la province du Jiangxi, qui est au sud-est de la Chine, et également dans le nord-est de la Chine, à l'ouest de Pékin, dans la région autonome de Mongolie intérieure. Et dans ces deux zones, séparées de plusieurs milliers de kilomètres, ces deux régions ont un point commun, ce sont toutes les deux des zones de production de terres rares, cette fameuse classe de métaux rares qui est particulièrement stratégique. Comme je vous l'ai dit, vous avez des terres rares dans vos téléphones portables. Le néodyme est une terre rare, c'est celui qui sert pour l'écran, pour faire vibrer votre téléphone portable. Et comprenez bien que d'abord, je vais dans les mines. Et c'est quoi une mine de terres rares? C'est une mine dans laquelle on va espérer retirer 1 kilo de minerai en retournant des quantités colossales de roches. Je prends l'exemple du lutécium, souvent, qui est une terre rare qui est utilisée non pas dans les technologies vertes, mais dans les technologies d'imagerie médicale. Le lutécium sert pour les IRM. Il faut retourner 1250 tonnes de roches pour obtenir 1 kg de lithium, 1 kg de lutécium, pardon. Donc vous avez un ratio de 1 à 1 250 000 entre la matière qui va être mobilisée dans la mine et le produit pur, le métal pur à 100% à l'arrivée. Donc vous voyez un petit peu les quantités colossales que ça peut représenter. Le fer, c'est 5%. Et le lutécium, c'est donc 3 000, 4 000, 5 000 fois moindre, ou peut-être même davantage. Donc c'est juste pour vous dire que, compte tenu de cela, vous allez voir des mines à ciel ouvert avec des bouleversements considérables qui sont générés par les mines du fait de la nécessité, du fait de la rareté de ce métal tel que le lutécium, mais on peut parler de toutes les autres terres rares dans l'écorce terrestre. Donc ça, c'est un premier point. Et puis l'autre point, c'est que ce métal, il est roche quand on le sort du sol, mais il va falloir qu'il devienne métal, et donc il va falloir qu'on le raffine. Et pour le raffiner, il faut des produits chimiques. Et il faut des produits chimiques, il faut de l'eau également. Et les eaux usées issues du processus de raffinage vont se charger de ces produits chimiques qui ont servi pour le raffinage, et de métaux lourds également. Et là, c'est plutôt en Mongolie intérieure, dans le nord, que je vois ça. Ce sont en fait les zones attenantes
aux industries de raffinage de terres rares, dans lesquelles en fait on rejette toutes les eaux usées et toute la pollution générée par ce processus de raffinage. Et là, je peux vous le dire, c'est l'enfer de Dante. Ce sont des lacs de rejet toxiques artificiels dans lesquels on reverse des litres et des litres et des litres par des boyaux métalliques de ces eaux usées. Ce lac artificiel que j'ai filmé dans un film qui s'appelle La Salguère des terres rares et qui est consultable sur YouTube, ce lac artificiel déborde par intermittence dans le fleuve Jaune. Vous avez tout autour des gens qui vivent dans des villages, qui se sont autoproclamés habitants de villages du cancer, parce que les taux de cancer sont anormalement élevés dans ces zones-là et que le lien évidemment se fait entre leur état de santé et les impacts sanitaires, leur état de santé et les industries autour. Et une chinoise, une experte chinoise, Vivienne Du, me dit la Chine a sacrifié son environnement pour fournir le reste de la planète avec des terres rares. Et la Chine ne produit pas seulement des terres rares, elle produit des tas de métaux rares. Et je me retrouve face à un paradoxe total que je partage avec vous. En fait, 3 paradoxes. Premier paradoxe, pour faire du propre, il faut faire du sale. Donc pour faire une technologie dite propre, cela nécessite la mobilisation de matières premières dont le processus d'extraction est sale. Pollution des écosystèmes, des nappes phréatiques, des fleuves, des rivières, etc., avec les impacts sanitaires que l'on comprend. Je peux vous parler de la Chine, je peux vous parler des impacts sanitaires du cobalt ou du chrome en RDC et au Kazakhstan. Pour profiter des énergies renouvelables, il faut passer par des matières premières qui ne sont pas renouvelables. Deuxième paradoxe. Et le troisième paradoxe, c'est que l'immatériel, le cloud, est très matériel. Il faut des quantités considérables de matières premières pour fabriquer tous ces réseaux dits immatériels et soi-disant impalpables. Et nous ne nous en rendons pas compte, mais en réalité, l'architecture Internet mondiale, les nouvelles technologies de la communication, de l'information, sont fortement consommatrices de ces ressources. Et il n'y a rien d'immatériel dans ce monde soi-disant digital. Au contraire, cela nécessite le recours à toujours plus de matières premières. Et je me dis, mais comment ça se fait que ces 3 paradoxes qui me paraissent tout d'un coup évidents lorsque je suis sur le plancher des vaches, lorsque je suis sur le terrain, ne me soient pas apparus avant, que je ne l'ai jamais lu dans les médias? Ce n'est pas parce que les médias complotent contre nous, mais pour répondre à la question, je vous emmène aux États-Unis. Aux États-Unis se trouvait dans les années 80 la plus grande mine de terres rares de la planète. Cette mine s'appelait Mountain Pass et c'est en Californie, à la frontière avec le Nevada, qu'on extrayait le plus grand nombre de terres rares qui servaient ensuite pour les nouvelles technologies des années 80-90. Simplement, c'était très sale. Et comme c'était très sale, eh bien les Américains ont décidé qu'il valait mieux fermer la mine parce que les enjeux environnementaux entourant l'extraction des terres rares à Mountain Pass étaient trop élevés. Et donc la mine, dans les années 90, a fermé. Et puis après le processus d'extraction, vous avez compris qu'il y a un processus de raffinage. Et qui étaient les leaders du raffinage en France, dans le monde, pardon, c'était les Français. Les Français, avec l'usine de La Rochelle de Rhône-Poulenc, du groupe Rhône-Poulenc, groupe qui s'appelle aujourd'hui Solvay, qui est un groupe belge, eh bien, l'usine de La Rochelle, la branche terres rares, purifiait 50% des terres rares de la planète. Et là encore, il y avait des gros problèmes environnementaux parce que les terres rares sont naturellement mélangées dans l'écorce terrestre avec du thorium et de l'uranium. Donc quand vous voulez les séparer, ça génère de la radioactivité. Et donc il y avait une psychose des populations rochelaises dans les années 80-90 qui était mieux conscientisée aux enjeux environnementaux et qui ne supportait pas l'idée d'avoir une usine atomique, je cite, en face de leur maison. En plus, il y a eu pas mal de rejets non exprès, à dire Rhône-Poulenc, d'eau usée chargée de métaux lourds dans la baie de La Rochelle. Donc ça commence à faire vraiment des ordres. Et Rhône-Poulenc a décidé également de fermer une partie de ses activités de raffinage de terres rares, de monter une co-entreprise, une JV, avec les Chinois. Et donc tout cela est parti en Chine. Et au même moment, donc vous comprenez, on était dans une situation qui était un petit peu délicate parce que nous avions besoin de ces métaux de plus en plus. Nous savions que ces matières premières allaient devenir indispensables pour la révolution technologique que nous vivons actuellement. Et en même temps, les enjeux environnementaux étaient tels qu'on ne pouvait pas supporter de les extraire nous-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à régler cette quadrature du cercle? Eh bien, on se tourne vers les pays pauvres. Dans les années 80, vous aviez notamment parmi ces pays pauvres la Chine, qui sortait tout juste du maoïsme, et avec Deng Xiaoping, la Chine décide de mettre le paquet sur l'industrie. Elle est consciente de ses réserves considérables de terres rares, elle se fiche royalement des questions environnementales,
elle le regrettera plus tard, mais elle ne le sait pas encore, et elle est prête à sacrifier son environnement pourvu que les Chinois s'enrichissent et qu'on rattrape petit à petit le niveau de vie des Occidentaux. Et les Chinois accueillent tout cela à bras ouverts en disant « Vous ne voulez pas de ces matières premières ? Pas de problème, on va faire le job à votre place, et comme ça, nous produirons les matières pour vous, et vous pourrez ensuite les mettre dans vos téléphones portables. » Et toute autre technologie, notamment les technologies vertes. Donc en fait, nous avons fermé nos usines, nous avons délocalisé nos emplois, et nous avons délocalisé la pollution. Nous avons délocalisé la pollution des énergies vertes et numériques, et nous avons transféré des externalités négatives vers des pays qui étaient prêts à accepter ce fardeau-là, pendant que nous pourrions fermer les yeux, racheter les minerais propres et dire que nous sommes écolos. Voilà comment je vois la chose. Je pense que le monde s'est divisé à ce moment-là entre ceux qui seraient sales et ceux qui feraient semblant d'être propres. Et aujourd'hui, quand nous utilisons des technologies, nous ne voyons que le visage agréable de ces technologies. Nous voyons le téléphone qui est beau, qui est tactile, qui est esthétique. Nous voyons des technologies qui n'émettent pas de CO2 comme la voiture électrique ou les éoliennes à l'instant où on les utilise. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce que ça a généré comme pollution en amont du processus d'utilisation sur l'amont industriel. On ne voit pas toute l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui a été nécessaire pour fabriquer toutes ces technologies, pour les fabriquer, et on ne voit pas naturellement tout ce que ça peut générer comme problème au niveau du recyclage lorsque nous n'utilisons plus ces technologies. Donc nous en profitons à l'instant où nous en utilisons, mais nous ne voyons pas sur l'ensemble du cycle de vie de ces technologies qu'est-ce que ça représente comme pollution. Cette pollution, on l'a délocalisée, on l'a sous-traitée, elle ne rentre plus dans nos livres de compte. Nous avons opéré une forme de tour de passe-passe comptable pour ne pas avoir à faire rentrer dans nos calculs de pollution générée par nous-mêmes toute cette pollution qui est générée par d'autres, mais pour des produits que nous achetons à ces autres-là. Et donc, j'avance un petit peu. C'est une forme de mondialisation heureuse, parce que tout est parfait dans ce monde-là. Nous profitons des avantages de ces technologies sans en subir les conséquences. D'autres les subissent à notre place. Ce sont des pauvres, on s'en fout. Et puis, surtout, on est sûr de pouvoir leur acheter la matière. Parce qu'avec la main invisible des marchés, l'idée, c'est bien que la matière sera toujours disponible en abondance et au moindre coût. Oui, mais voilà, ça ne va pas se passer comme prévu. Et ça ne va pas se passer comme prévu. Et cette carte est très intéressante. Elle est éditée par la Commission européenne tous les 3 ans. Elle date de septembre 2017. Et elle nous dit, eh bien, voilà un petit peu, compte tenu de cette organisation du monde et cette organisation des rôles dans la transition énergétique et numérique que vous avez décidé de concert dès les années 80, eh bien, voilà aujourd'hui quels sont les pays qui, suivant une logique de spécialisation minière, produisent les fameuses matières premières indispensables à vos rêves technologiques. Et cette carte est excessivement importante, et je pense que cette carte, on la regardera pas mal, avec quelques chiffres et variantes près, encore dans 10, 15, 20 ans, parce qu'elle raconte le monde qui arrive. Cette carte nous dit, voici quels sont les pays qui produisent ces matières premières. Alors on voit les États-Unis qui produisent du beryllium à 90%. Il n'y a pas 90% de beryllium qu'aux États-Unis, mais cette logique de spécialisation fait que c'est les États-Unis qui le produisent. Le beryllium est indispensable pour de nombreuses applications numériques. Vous avez le Brésil qui produit du niobium, vous avez l'Afrique du Sud qui est très forte sur ce qu'on appelle les platinoïdes, le cobalt en RDC, on reparlera du cobalt si vous voulez tout à l'heure, très important le cobalt pour les batteries des voitures électriques. Vous avez tous 6 grammes de cobalt sur vous dans la batterie de votre téléphone. On voit également la Turquie, un peu de Russie, et puis surtout, qu'est-ce que vous voyez à l'Est ? La Chine. Et donc la Chine est aujourd'hui le leader de la production d'une ribambelle de matières premières rares, critiques, stratégiques, et elle est au minimum leader, voire elle détient un quasi-monopole, puisque vous voyez que les chiffres de production atteignent pour les light rare earths et les heavy rare earths, donc les terres rares légères et lourdes, 95% de la production mondiale. Vous savez, l'OPEP du pétrole, c'est 14 pays qui se partagent 40% de la production mondiale de pétrole, et Dieu sait si ça nous crée des problèmes. Et là, vous avez un seul pays qui tient tout ça, jusqu'à 95% de matières premières qui sont indispensables pour les technologies dont je vous parle. Et que fait un pays généralement lorsqu'il tient autant de matières premières et qu'il commence à pressentir qu'il pourrait, que c'est important pour ses pays clients, que c'est stratégique? Il fait ce qu'on a toujours fait dans l'histoire. À partir des années 2000, les acheteurs occidentaux de ces matières premières ont constaté que la Chine cessait de vendre ces matières premières. Elle freinait les ventes avec des quotas aux exportations. Elle vend la matière première à partir des années 2000 plus cher à l'étranger et conserve le prix moins cher pour ses acheteurs chinois. Et en 2010, patatras, embargo sur les terres rares,
plus de terres rares à destination du Japon pendant 6 mois. Et cet embargo, organisé par Pékin, touche également les États-Unis, crise internationale, faute d'accès à cette terre rare. Et là, nous, on se réveille et on se rend compte qu'en fait, on dépend totalement de la Chine et d'autres pays, mais notamment la Chine, pour ses ressources stratégiques. D'abord, on découvre l'existence de ces ressources, parce qu'on ne savait même pas qu'elles existaient. Dans les groupes automobiles, on me raconte en off que le jour où on aura dit « il n'y a plus de terres rares », on ne savait pas de quoi le sous-traitant, le sous-traitant qui fournissait la matière première disant ça, chez certains groupes automobiles, on ne savait même pas ce que le mot terre rare voulait dire. Donc déjà, on découvre ces matières premières parce qu'on ne les connaissait pas, parce que tous ces produits, en fait, nous les achetons transformés, nous achetons juste les composants, les pièces détachées, et puis le rôle du groupe automobile, c'est d'assembler ces pièces, mais ce n'est pas de remonter jusqu'à la mine pour savoir de quel métal on parle. Donc il y avait une forme d'inculture de ces matières premières, et puis surtout on commence à prêter une oreille plus attentive à la Chine. Et qu'est-ce que nous dit la Chine ? Eh bien, la Chine nous dit, vous savez, au XIXe siècle, notamment, vous avez beaucoup acheté des matières premières brutes à nous, aux Africains, pardon, et puis vous avez exporté ces matières premières brutes pour les transformer chez vous et conserver la valeur ajoutée. Eh bien ça, c'est terminé. Parce que nous, Chinois, avons sacrifié notre environnement pour fournir ces terres rares et ces métaux rares au reste de la planète, mais à ce tarif-là, on va essayer d'en tirer un meilleur parti économique. Et ce que nous voulons, nous, Chinois, c'est en fait non pas vous vendre le minerai, mais le métal, non plus seulement vous vendre le métal, mais l'aimant dans lequel il y a le néodyme et qui permet à votre téléphone de vibrer. On veut vous vendre la pièce détachée et in fine, on veut vous vendre le produit fini avec le métal à l'intérieur. Ce que veulent faire les Chinois, c'est remonter la chaîne de valeur. C'est-à-dire partir de la mine qu'ils détiennent, conserver le minerai à un prix moins élevé pour leurs propres producteurs de façon à les faire gagner en compétitivité par rapport aux producteurs étrangers, et du coup pouvoir inonder le reste du monde avec leur technologie moins chère parce que les matières premières sont moins chères, et donc du coup prendre l'avantage sur les industriels occidentaux, sur toutes les technologies utilisatrices de ces ressources, c'est-à-dire les biotechnologies, les voitures à nouvelles énergies, les technologies de l'information et de la communication, le numérique, etc., etc. Nous sommes, nous occidentaux, face à un dilemme. De deux choses l'une. Soit nous restons chez nous, mais nous avons un accès moindre à la matière, qui est d'abord réservé en priorité aux Chinois, et en plus nous l'achetons plus cher, soit nous délocalisons en Chine avec nos entreprises, nos usines, pour avoir un accès plus facilité à la matière. Et nous venons en Chine pour des tas de raisons que vous connaissez. Nous venons en Chine parce que le yuan est dévalorisé. Nous venons en Chine parce que les salaires sont plus bas. Nous venons en Chine parce que c'est un gigantesque marché intérieur qui permet de faire des économies d'échelle. Mais, ajoutent les experts que j'interroge dans mon livre, on vient en Chine aussi pour avoir un accès à la matière. Ces matières premières constituent une motivation supplémentaire pour les industriels pour venir s'installer au plus près de la ressource et pouvoir espérer croître. Et donc du coup, la Chine nous accueille à bras ouverts avec nos emplois, nos usines, mais également nos laboratoires de recherche et de développement, notre savoir-faire, nos brevets. La Chine apprend très vite, elle co-innove ou elle réinnove, c'est-à-dire qu'elle prend un brevet occidental et puis on change 3 virgules, on met un tampon chinois et on dit maintenant c'est une technologie chinoise. Et en fait, nous avons permis à la Chine, nous avons donné à la Chine notre savoir en échange de la matière. La Chine s'est servie de l'accès à la matière et de la pression qu'elle pouvait mettre sur la matière pour monnayer cette matière contre notre savoir, contre notre connaissance. Et donc la guerre des matières rares, c'est aussi la guerre des intelligences. C'est la guerre pour l'appropriation du savoir et, in fine, des technologies. On voit souvent la Chine comme étant l'empire du textile et du jean. Et ça, c'est terminé. C'était encore le cas il y a 10-15 ans, on pouvait encore dire ça il y a 10-15 ans, ou les circuits imprimés à la rigueur. Aujourd'hui, la Chine, c'est un pays qui a atteint la frontière technologique dans un tas de domaines. C'est la Chine qui a, pendant quelques mois l'année dernière, pris le leadership sur les supercalculateurs. Elle a mis au point les 2 plus gros supercalculateurs au monde avant de se faire repasser devant par les Américains. La Chine a mis en orbite le premier satellite quantique. Elle a mis au point un jet furtif qui est réputé plus performant que son homologue japonais.
Ces exemples-là ne découlent pas seulement d'une stratégie de terres rares ou de métaux rares, mais il faut voir cette stratégie des matières premières comme faisant partie de cet ensemble, de cette ambition plus générale de la Chine d'être une grande puissance scientifique, une grande puissance d'innovation. Il ne s'agit pas seulement de faire du made in China, mais du created, invented in China. C'est ça l'enjeu chinois. Et la Chine, c'est peut-être l'un des pays les plus pollués du monde, mais c'est aussi le pays qui produit le plus de technologies vertes aujourd'hui. C'est le pays qui produit le plus de panneaux solaires, c'est le produit qui produit le plus d'éoliennes, c'est le premier marché pour les voitures à nouvelles énergies, c'est-à-dire les voitures électriques et hybrides. Le basculement dans la voiture électrique, c'est un immense problème industriel pour les Européens aujourd'hui, parce que nous avons toujours eu l'avance sur le moteur thermique par rapport aux Chinois. Et là, en passant au moteur électrique, on passe dans un modèle industriel dans lequel nous n'avons pas la matière, et les Chinois ont déjà des avances technologiques, notamment sur les batteries. Et donc en fait, on va voir, et c'est ce que pointe Carlos Tavares, le PDG de PSA Peugeot, qui le répète à longueur de salon de l'automobile, on risque de voir en fait les Chinois nous passer devant dans l'industrie de l'automobile parce que nous aurons décidé de basculer vers ces nouveaux moteurs électriques sans avoir les capacités industrielles d'assumer, de mettre en pratique ces choix politiques. Donc ce que l'on comprend, c'est que la Chine a peut-être perdu la bataille écologique de cette transition, mais la Chine est peut-être en train de gagner la bataille industrielle de cette transition et d'être le grand champion de ce basculement vers les technologies vertes dont elle est déjà et dont elle sera demain le premier producteur. D'abord, je voudrais quand même vous dire un mot, enfin on va continuer, je voudrais vous dire un mot à propos de cette carte qui nous dit en fait qu'est-ce que nous avons consommé comme matière première depuis 100 ans, comme métaux. Tout à l'heure, il y avait un chiffre qui avait été évoqué par monsieur sur la multiplication de notre production et notre consommation de métaux depuis 10 ou 20 ou 30 ans. Je ne vais pas vous commenter les courbes en détail, mais vous comprenez que notre consommation de ces métaux est exponentielle. Et ce qui est intéressant, c'est que compte tenu de nos besoins à venir, certains nous disent « et voilà ce que vous allez consommer ». Et ça, ce sont les Allemands qui produisent ce tableau, qui nous indique en fait qu'est-ce que nous consommons en 2013 en bleu foncé, et qu'est-ce que nous en bleu clair, pardon, et qu'est-ce que nous allons consommer en 2035, c'est en vert. Compte tenu de nos besoins pour les technologies vertes, les technologies numériques, les biotechnologies, etc., etc. Et en gros, eh bien, entre 2013 et 2035, alors les chiffres ont peut-être un petit peu évolué, mais ce tableau est quand même très intéressant. On voit que nous allons consommer 9 fois plus de scandium, 4 fois plus de tantal, 2 fois plus de terres rares, plus de 2 fois plus de rhénium, 24 fois plus de cobalt, parce que le cobalt est indispensable pour les batteries des voitures électriques. Il faut 15 à 20 kg de cobalt pour une batterie de voiture électrique, 180 fois plus de lithium pour les batteries des voitures électriques également. Donc notre consommation est absolument exponentielle. Et une étude a même essayé de savoir qu'est-ce que nous consommerions dans les 30 prochaines années compte tenu de l'ensemble de nos besoins en métaux, pour quelque technologie que ce soit, y compris pour le bâtiment. Mais qu'est-ce que nous allons devoir consommer comme métaux d'ici 2050, collectivement, l'humanité entière, compte tenu de ces perspectives de croissance? Eh bien, nous dit cette recherche qui a été notamment publiée par publiée par un chercheur du CNRS en France, nous allons consommer dans les 30 prochaines années plus de métaux que tout ce que l'humanité a consommé depuis 70 000 ans. Donc les 3 prochaines générations qui vont se partager la Terre dans les 30 prochaines années vont consommer davantage que les 2500 précédentes. Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité et tout cela est naturellement poussé par les développements des technologies vertes. Et on ne peut pas en douter un seul instant, parce que le cobalt, par exemple, et le lithium, sur ce tableau, ce sont spécialement des matières premières qui sont nécessaires pour les technologies vertes et pour les technologies numériques. Donc vraiment, on voit bien qu'il y a un couplage entre la croissance de ces technologies et la croissance de la consommation de métaux qui est afférente. Donc voilà la réalité de la situation. Je suis un peu gêné de vous dire qu'au nom d'une plus grande sobriété, en réalité, on est plutôt en train de creuser toujours davantage. Et la question qui se pose immédiatement, c'est mais où est-ce qu'on va aller chercher ces ressources? J'ai peut-être une bonne nouvelle. Tous ces métaux sont rares, mais pas vraiment rares. En fait, cette carte nous indique où est-ce qu'on trouve des mines et des gisements de terres rares. Or, on en trouve partout. Quand je vous dis que c'est rare, une terre rare, ça veut dire qu'en fait, il y en a moins que le fer. Mais néanmoins, si on voulait ouvrir des mines, on pourrait en ouvrir sur les 4 continents. En jaune, les mines qui sont en activité, ce qui n'empêche pas la Chine de produire quand même 85 à 95% d'entre elles. En rouge, les mines qui n'ont pas encore ouvert, mais les projets sont à un stade assez avancé. Et puis en vert, les gisements potentiels qui sont intéressants.
Et donc, ce que l'on constate, c'est qu'en fait, on pourrait ouvrir ces mines partout. Et la question se pose pour nous tous, Européens, de savoir comment on va pouvoir échapper. Enfin, d'abord, où allons-nous chercher les matières premières nécessaires pour nos technologies? Et puis, comment aussi échapper à l'emprise chinoise en développant des partenariats avec d'autres pays producteurs et en contournant le monopole chinois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut se lancer dans de la prospection minière absolument partout. Et cette carte ne parle que des terres rares, elle ne parle pas de tous les autres métaux rares, cobalt, lithium et autres. Enfin, lithium n'est pas rare, mais cobalt, tungstène, gallium, indium. Et puis, elle n'évoque rien des océans. Mais dans les océans, il y a énormément de métaux rares. En avril, le Japon nous dit, nous avons fait une découverte fabuleuse. Il y a, au fond du Pacifique, dans notre zone économique exclusive, des quantités, je cite, quasi infinies de terres rares qui dorment en fait dans des cailloux, des nodules polymétalliques. Et si on extrait ces cailloux à 6 mètres de profondeur, eh bien, on peut espérer avoir 7 à 800 ans de consommation de terres rares. Et puis, ne nous arrêtons pas là. Pourquoi ne pas regarder vers les astéroïdes? Mais c'est très sérieux, les astéroïdes. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont en train de se positionner sur l'orpaillage spatial. Notre voisin, le Luxembourg, veut devenir la plaque tournante de l'orpaillage spatial. Ça veut dire qu'ils imaginent que demain, nous aurons besoin de ces métaux dans de telles proportions, eh bien qu'on pourra aller les extraire sur les astéroïdes et on pourra utiliser les métaux rares sur les astéroïdes. Ce n'est pas demain qu'on le fera, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire simplement qu'au nom d'un moindre impact de l'homme sur l'environnement, nous sommes en train d'étendre la main de l'homme sur l'environnement. Et donc ça veut dire que, vu encore sous l'angle des matières premières, je ne peux que constater que l'on aboutit au résultat exactement inverse à celui qu'on m'avait annoncé. Il va falloir toujours plus de matière, et ceci va nécessairement générer des tensions géopolitiques. Tiens, géopolitique, parlons-en. Vous voyez en jaune là, vous avez en numéro 1 aux États-Unis la fameuse mine de Mountain Pass. Là, elle apparaît en jaune, en fait, elle devrait aujourd'hui être en rouge, voire en vert, parce qu'elle a été stoppée depuis que la carte a été publiée. Les Américains ont relancé une partie de la production en 2011, 12, 13, et puis l'ont à nouveau arrêté. Mais c'est important parce que, en fait, il y a quelqu'un aux États-Unis qui n'aime pas du tout cette histoire, et cette personne, c'est Donald Trump. Donald Trump est fou furieux parce qu'il a fait de la Chine son ennemi numéro 1. Monsieur le Président, on a un petit problème, il faut des terres rares pour nos armements. On a besoin de terres rares pour les missiles solaires, sur les missiles de longue précision, de longue portée et de haute précision. Et puis, Monsieur le Président, on a aussi besoin de terres rares pour le F-35. Vous savez, vous en avez acheté pas mal ce matin. Et il faut des terres rares pour le F-35. Et il y a des problèmes qui remontent à l'administration Obama, où on a découvert qu'il fallait des aimants de terres rares pour les F-35. Et on les achète, les Américains les achètent aux Chinois. C'est interdit par une loi militaire qui interdit en fait aux Américains d'acheter des composants militaires chinois. Or, on a retrouvé des aimants chinois dans les F-35. C'est passé par d'autres pays, l'embargo a été contourné. Donc la question s'est posée à un moment de démonter les F-35 et d'aller retirer tous les aimants de terres rares chinois. C'était tellement compliqué que finalement on a dit qu'exceptionnellement on accepterait des aimants de terres rares chinois dans les F-35. Et donc ça pose ces problèmes-là qui sont très sérieux de vulnérabilité à un pays considéré comme un ennemi commercial, en pleine guerre commerciale. Est-ce que nous pouvons nous permettre de dépendre de la Chine pour nos approvisionnements en matières premières indispensables à nos technologies de défense? Et l'administration américaine a procédé en 3 étapes. D'abord, Trump a demandé un rapport sur les points individuels de défaillance. C'est-à-dire qu'il a voulu voir un petit peu quels étaient dans une chaîne d'approvisionnement, dans une chaîne de fabrication d'une technologie de défense, quels étaient les maillons faibles, voire les maillons manquants. Or, le rapport a mis en lumière le fait qu'un point individuel de défaillance, c'était les terres rares. Et si on n'a pas les terres rares, eh bien en fait, l'ensemble de la chaîne est défaillante. Ensuite, fin décembre 2017, l'administration américaine a dit qu'il faut réouvrir les mines de minerais critiques. Il faut que nous réouvrions les mines de lithium, parce que le lithium est critique pour les Américains, mais aussi de terres rares et tout un tas d'autres minerais, parce que, dit le décret présidentiel, il en va de notre souveraineté nationale. Et il n'est pas question, est-il ajouté, de dépendre de la Chine pour des approvisionnements aussi stratégiques. Et comme les Américains achètent non seulement les terres rares, mais aussi les aimants, eh bien, tout récemment, juste avant de décéder, le sénateur John McCain a fait passer une loi consistant à mettre à jour un certain nombre de dispositions militaires. Et l'un des articles de cette loi concernait les aimants. Et maintenant, il serait, selon cette loi, interdit d'acheter des aimants à d'autres pays autre part qu'aux États-Unis.
ça relancerait la production d'aimants aux États-Unis, et de sorte les Américains seraient à nouveau indépendants et souverains sur leurs approvisionnements et fabrication d'aimants. Et Trump a signé cette loi, signe qu'au moins sur ce point-là, Trump et McCain pouvaient s'entendre. Donc on a en fait une situation intéressante aux États-Unis où l'enjeu des métaux rares est en train de revenir de façon extrêmement forte dans le débat politique sous l'angle de la sécurité nationale. Et comme vous le savez, les débats qui animent les États-Unis souvent sont des débats qui vont nous animer quelques années plus tard. Et il est fort possible qu'en Europe, on se pose ces questions. Et d'ailleurs, on se les pose en Europe. Parce que on a besoin des batteries des voitures électriques. Avec les immenses perspectives du marché des voitures électriques et des batteries qui sont contenues dans ces voitures électriques, il n'est pas question de continuer à acheter toutes ces batteries aux Chinois, puisque, comme je vous ai dit, tout le secteur est en train de partir vers la Chine. Comment on réinstalle en Europe une industrie des batteries compétitives, et comment est-ce qu'on fait pour avoir nos matières premières à nous à un prix qui ne soit pas plus élevé que le prix des Chinois? Et donc la question de réouvrir des mines en France et en Europe se pose. Elle se pose pour ces raisons de compétitivité. Cette carte, je ne connais pas très bien le secteur minier belge, mais permettez-moi de parler de vos voisins français. Cette carte nous dit en France, une carte du BRGM, nous indique en fait le Bureau des recherches géologiques et minérales, qui est un bureau d'État qui ausculte le sous-sol français, nous dit en fait la France pourrait tout à fait produire des tas de métaux rares. Si on le voulait, on pourrait ouvrir des mines de molybdène, de fluorine, de barytine, d'antimoine, et puis on pourrait être des géants du tungstène, du germanium, essentiellement en Bretagne et dans le Massif central. Donc en fait, on a fermé toutes nos mines en France, et d'une façon générale en Europe, on a fermé nos mines pour les raisons que je vous ai expliquées. On a été traumatisé par la pollution minière réelle qui nous a impacté il y a quelques décennies de cela. Il n'est plus question d'en entendre parler. Oui, mais si on le voulait, on le pourrait. Et le débat arrive en Europe en ce moment sous l'angle du lithium. Comme je vous ai dit, on a besoin de lithium pour les batteries des voitures électriques. Et il se trouve que le Portugal et l'Autriche, par exemple, sont des géants potentiels du lithium, qui peuvent tout à fait rivaliser avec les pays d'Amérique latine ou l'Australie, qui produisent elles-mêmes du lithium. Et donc on voit se réinviter dans le débat cette question de réouvrir des mines, qui paraît la décision la plus non écologique qui soit. Oui, mais tout cela au nom de la transition écologique. Donc il faut bien faire le lien entre ces deux informations qui en fait ont un lien direct. Il y a une causalité entre le fait de devoir réouvrir des mines, qui est une solution, une avancée qui paraît être une régression. Tout ça, bien sûr, pour développer les technologies du futur. Alors, dans ce contexte-là, naturellement, il y a un débat qui surgit, mais qui est celui de se demander si on va avoir assez de ressources. Et vous voyez qu'en fait, tous les problèmes qu'on se posait avec le pétrole et les hydrocarbures, est-ce qu'on en a assez? Mais ils sont en train de se poser de la même manière avec ces nouvelles ressources. Donc tous les enjeux du pétrole, les problèmes écologiques, économiques, industriels, géopolitiques qui se posaient avec ces hydrocarbures, on est en train de retrouver exactement les mêmes avec ces nouvelles matières premières. On n'a pas réglé le problème, on est en train de le déplacer. On est en train de déplacer des champs de pétrole vers les mines de métaux et de métaux rares en particulier, et tout d'un coup, les mêmes questions se posent, allons-nous en avoir assez? Et cette carte, ce graphique, qui est un agrégat de plusieurs sources, nous dit, compte tenu de notre rythme d'exploitation actuel de ces minerais, eh bien, on pense qu'il n'y aura plus d'antimoine dans 12 ans, plus d'étain dans 17, plus de plomb dans 18, plus d'or dans 18 ans, etc., etc., etc. Je ne pense pas qu'il y aura de pénurie. Vous voyez que le titre, c'est durée de vie des réserves rentables. Mais qu'est-ce qui est rentable aujourd'hui? Qu'est-ce qui le sera demain? Si le prix du minerai sur le marché du métal est multiplié par 2, eh bien naturellement, on pourra aller extraire des minerais dans des gisements qui aujourd'hui ne sont pas rentables. Les technologies vont évoluer. Et donc il y a fort à parier qu'on repoussera en permanence cet horizon-là. On sera toujours capable de trouver du minerai quelque part. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y en a dans les océans et il y en a dans les astéroïdes. Donc moi, je ne crois pas qu'on manquera de minerai. Il peut y avoir des pénuries exceptionnelles et relativement restreintes dans le temps et l'espace. Mais je ne crois pas qu'on rencontre de grosses pénuries systémiques. En revanche, le problème, la vraie question, je crois, mais c'est à quel coût irons-nous chercher ces minerais? À quel coût écologique irons-nous extraire des nodules polymétalliques à 6000 mètres sous le niveau de la mer? À quel coût écologique? Est-ce qu'on dérange les écosystèmes? Ça met des centaines d'années là-dessous pour se régénérer. À quel coût économique irons-nous chercher ces minerais, je ne sais où, en creusant toujours plus profondément? À quel coût énergétique?
le fameux taux de retour énergétique, parce qu'il faut de l'énergie pour aller s'extraire tout ça. Et s'il faut toujours plus d'énergie pour extraire les minerais qui nous servent pour nos systèmes énergétiques, jusqu'où va-t-on? À quel coût sanitaire? À quel coût social? Et l'ensemble de ces coûts-là, nous ne les voyons pas aujourd'hui parce que les mines ne sont pas chez nous, parce que nous avons délocalisé la pollution, mais à un moment, nous allons subir toujours plus fortement, de plein fouet, l'ensemble de ces coûts-là, à mesure qu'en plus les mines vont se rapprocher de nous. Et vous savez, le cher Yamani, le ministre saoudien du pétrole dans les années 80, disait « L'âge de pierre ne s'est pas arrêté faute de pierre, l'âge de pétrole ne s'arrêtera pas faute de pétrole ». Et bien moi je peux vous dire que l'âge de terre rare ne s'arrêtera pas faute de terre rare, mais il s'arrêtera parce qu'un jour nous considérons que l'ensemble de ces coûts sont plus élevés que les bénéfices que nous tirons de ces métaux. Et un jour, nous déciderons de nous débarrasser de ces métaux et de changer de modèle énergétique. Cette transition est transitoire. Elle nous amène vers d'autres technologies. Et dans 30 ans, je prends les paris, on voudra se débarrasser des technologies vertes avec le même empressement avec lequel on essaie de se débarrasser des technologies de l'ère thermo-industrielle, parce que nous ne pourrons plus supporter le coût d'extraction de ces matières premières qui va forcément augmenter. Dans un monde à 10 milliards ou 11 milliards, avec des Chinois qui veulent vivre le même niveau de vie, avoir le même niveau de vie que les Belges et les Français, et dans un monde où tout le monde aura des téléphones portables, des tablettes et des voitures individuelles, surtout en Chine. Les Chinois veulent leurs voitures individuelles. Donc, naturellement, une autre question qui se pose, et ça c'est probablement la vraie question, c'est la question de comment est-ce qu'on rationalise la matière? Comment est-ce qu'on fait en sorte de découpler la croissance du PIB mondial avec la croissance de notre consommation de ressources? Si on peut être dans un PIB mondial, dans un système où le PIB mondial croît de 3% par an, ce qui est à peu près la moyenne aujourd'hui, mais qu'en même temps la croissance de notre consommation de ressources stagne, c'est idéal. On découple les deux et de sorte on peut limiter relativement l'impact sur les écosystèmes de l'extraction de ces matières tout en pouvant continuer à espérer croître. Mais ça passe par quoi cela? Eh bien ça passe par l'indispensable nécessité de recycler tout ce qui bouge, de développer ce qu'on appelle des politiques, des boucles d'économie circulaire. Une boucle d'économie circulaire, ça commence par quoi? Ça commence par le fait que ce téléphone-là, quand il est mort, déjà, on ne le met pas dans son tiroir, on va le déposer dans la poubelle qui est spécialement prévue pour cela, de façon à ce qu'il soit récupéré. Mais c'est très compliqué de récupérer ces petites choses-là. Et souvent, il y a ce qu'on appelle des fuites de déchets électroniques depuis l'Europe vers l'Afrique. Et vous avez tous en tête ces images de décharges électroniques au Ghana ou au Nigeria, parce que nous nous débarrassons volontiers de ces déchets sans vouloir supporter le coût de leur recyclage. Ensuite, il faut penser dès le départ à l'indice de réparabilité des produits. Comment est-ce qu'on achète un produit de consommation qui... alors l'indice de réparabilité, on en parle pas mal en France, on va en parler aussi en Europe, qui est labellisé de sorte que, eh bien, on a une certaine garantie que le constructeur propose de le réparer plutôt que de le changer. Le Fairphone, par exemple, vous savez, ce téléphone qui est un peu plus écolo que les autres ou un peu moins sale que les autres, eh bien, le Fairphone, si jamais la caméra de votre Fairphone ne marche plus, vous changez la caméra, vous ne changez pas les téléphones. Mais du coup, ça veut dire que ce téléphone est réparable. Et ça permet naturellement de moins consommer de technologie et donc de moins consommer de matières premières. Il faut bien évidemment éco-concevoir les technologies. Éco-concevoir, ça veut dire penser dès le départ, avant même de fabriquer un téléphone portable, à la meilleure manière dont on va pouvoir le recycler. Or, les téléphones portables et les technologies, c'est de plus en plus compliqué. De plus en plus compliqué. Dans les années 50, votre téléphone fixe, il y avait 12 métaux dedans. Dans les années 90, il y en avait 29. Aujourd'hui, il y en a 55. Et ces métaux, donc complexification des technologies, et ces métaux, comme je vous ai dit, sont mélangés les uns aux autres sous forme d'alliage. Donc il faut les désallier. C'est excessivement complexe. Donc en réalité, on éco-conçoit pas forcément très bien ces technologies. Et puis, comme je vous le disais, il faut donc recycler. Et recycler, c'est indispensable parce qu'on ne couvrira pas tous nos besoins en recyclant, mais néanmoins, ça peut nous permettre d'être un peu plus souverains sur nos approvisionnements et puis de limiter les dégâts. Et cette carte, cette table de Mendeleïev, qui a été éditée par les Nations Unies, nous dit qu'est-ce qu'on recycle aujourd'hui dans le monde, quels sont les taux de recyclage des métaux. En bleu, c'est ce qui est recyclé à plus de 50%, jusqu'à 100%. En rouge, c'est ce qui est recyclé à moins de 1%. Et ce qu'on retrouve en rouge, ce sont les métaux rares. On recycle moins de 1% en moyenne des métaux rares. Parce que ces métaux interviennent sous forme d'alliage, comme je vous ai dit, et que c'est très compliqué de désallier, et que c'est très cher de désallier. On sait faire, mais c'est juste excessivement complexe, excessivement cher. Et puis de vous à moi, c'est tellement moins cher d'aller rechercher le minerai chez les Chinois. Ils le vendent pas cher.
Pourquoi aller dépenser plus? Pourquoi mettre 30 € de plus dans un téléphone portable si je peux avoir un téléphone à 30 € de moins, quelle que soit la provenance du minerai? Donc aujourd'hui, c'est un problème technique et économique qui est celui qui fait qu'on ne recycle pas ces minerais, on ne recycle pas les métaux rares, on ne recycle pas les aimants de métaux rares, on est bien incapable, et c'est bien normal, de récupérer la poudre d'indium qui se trouve sur votre écran, et du coup, en fait, nous continuons de dépendre de la Chine, et nous n'améliorons pas, en tout cas sur ce plan-là, sous l'angle des matières premières rares, nous ne réglons rien les problèmes écologiques que leur extraction peut générer. Donc, il y a encore beaucoup de travail pour développer ces boucles d'économie circulaire, même si c'est l'un des grands enjeux de la matière, celui de réaliser des gains de productivité sur les ressources, de la même manière que nous avons réalisé des gains de productivité sur le capital au XXe siècle. Je terminerai juste en vous disant, mais au fond, ce que je vous dis, c'est ce que je me dis moi, parce que je ne viens pas de l'écologie, je ne suis pas écolo, j'ai jamais milité dans un parti politique ou dans une ONG. Je suis venu à ces questions-là en enquêtant sur la géopolitique des matières rares. Et tout cela m'est venu un petit peu de plein fouet dans la figure. Je me suis pris une grosse claque en découvrant ces chiffres, en réalisant cette enquête. Et je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que cette transition est un peu présentée comme si c'était seulement une transition technologique. Quand j'allume la télé, quand j'écoute les discours des politiques, j'ai l'impression qu'il suffit que je change de bagnole, que j'achète de l'électrique, que je mette un panneau solaire sur mon toit, et tout va aller mieux. Et cette transition, vous et moi savons très bien que ça va bien plus loin que ça. Ça touche au bio, ça touche à plein de choses, à plein de modes de consommation. Mais il y a cette forte composante dans le discours qui consiste à nous faire croire que la technologie va tout régler. Et on voit bien que ce n'est pas en changeant de technologie que ça va tout régler. Et comment fait-on pour réellement réaliser une transition énergétique, mais réaliser aussi une transition de nos consciences, de nos modes de consommation? Et d'abord, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut réfléchir et se rappeler cette très belle phrase d'Albert Einstein. Einstein nous dit « On ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de régler le problème avec exactement les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré? Et en pratique, comment fait-on? Comment fait-on? J'ai bien évidemment parlé de toute cette nécessité de substituer, d'éco-concevoir, de recycler, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Quels modèles économiques allons-nous agencer à l'avenir? Comment allons-nous faire monter en puissance une économie de la circularité, une économie de la fonctionnalité, ce qu'on appelle l'économie servicielle? Comment est-ce que demain, nous allons développer des nouveaux modèles d'organisation? Comment est-ce que nous allons faire du business as unusual pour changer un petit peu la donne et pour faire de cette transition non pas seulement un saut technologique, mais un saut de conscience? Pas seulement un progrès technique, mais un progrès humain. Rappelez-vous, nous n'avons pas de problème de matière rare. Nous n'avons que des problèmes de matière grise. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. On va passer maintenant à la séance de questions-réponses. Je vais évidemment balader le micro dans l'Assemblée. J'ai quand même pris l'habitude de poser la première question parce que j'aime encore bien. Et il y en a une qui me taraude depuis le début, en fait. Donc, on essaye que les gens repartent d'ici avec un maximum de solutions, un maximum d'enthousiasme pour agir de leur côté. Donc, on a entendu parler de recyclage, de consommation différente, on en est bien conscient. Moi, j'ai quand même une question. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'extraction minière, mais ces métaux rares ne sont pas si rares que ça, finalement. Et est-ce qu'il n'est pas possible, finalement, de les extraire de façon moins mauvaise ou plus respectueuse de l'environnement? En y mettant le prix, on en est bien conscient, mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation parce que personne ne s'est posé la question de « tiens, je vais le faire proprement parce que de toute façon, tout le monde s'en fout si je le fais de façon sale ». Question essentielle. Jusque maintenant, on a délocalisé les mines pour ne pas avoir à s'intéresser à comment ça se passait là-bas. Nous nous bouchons le nez, nous fermons les yeux et nous considérons que nous ne sommes pas concernés par les impacts écologiques de l'extraction de ces métaux ailleurs que chez nous, tant que tout cela nous arrive propre et raffiné. Une façon de transformer la chose, de changer la chose, c'est évidemment de la traçabilité des produits. Comment est-ce que dans les entreprises, au niveau des États, on s'oblige, on se force à remonter
à connaître notre chaîne d'approvisionnement pour savoir précisément auquel de quel producteur on se fournit et quelles sont les conditions écologiques et sociales dans les mines, d'où viennent précisément les minerais qui rentrent ensuite dans le composant. Et ça, aucun groupe ne veut faire ça. Amnesty International, tout récemment, a épinglé un certain nombre de groupes de nouvelles technologies comme Apple, Samsung, mais aussi des groupes automobiles, parce qu'ils pouvaient prouver le lien direct entre les batteries qui se trouvaient dans toutes ces technologies et le travail des enfants dans les mines de cobalt au Katanga, au Congo. Et la réaction de la plupart de ces groupes, ça a été de dire « mais on ne savait pas ». On ne savait pas, puisque vous voyez bien que la chaîne est très complexe, que nous n'achetons pas la matière première, nous achetons en réalité un composant et allez demander à mon N moins je ne sais combien. En réalité, les groupes s'organisent pour que ça se passe comme ça. D'ailleurs, Amnesty leur a répondu « et si nous savons, comment ne pouviez-vous pas savoir ?» Donc les groupes s'organisent pour en fait créer une espèce d'écran de fumée et de la sorte, entre cet écran de fumée leur permet de se déresponsabiliser. Sauf que les campagnes de presse négatives commencent à arriver de plus en plus. Vous êtes au courant, l'opinion publique est davantage formée et éduquée à ces questions, et donc elle ne va pas supporter longtemps que ça se reproduise. Et donc il va falloir pour ces groupes remonter, faire accepter auprès de leurs fournisseurs des standards beaucoup plus élevés, quitte à y mettre le prix. Et puis une question qui se pose également, c'est la question de réouvrir des mines chez nous. Réouvrir des mines chez nous, imaginez qu'on réouvre des mines en France. Si on réouvre une mine en France, déjà vous avez des réglementations françaises qui vont être respectées. Vous allez avoir toute la société civile du coin qui va être sur le coup, et vous allez avoir tous les médias qui vont vérifier. Et je peux vous dire, dans ces conditions-là, on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi. Et on ne va pas pouvoir faire autant de saleté, produire autant de saleté que ce qu'on peut se permettre de faire quand personne ne peut vérifier cela au fin fond du monde. Et donc finalement, réouvrir des mines chez nous, c'est peut-être la meilleure manière d'assurer une traçabilité du minerai, de s'assurer qu'il est extrait dans les conditions sociales et environnementales moins catastrophiques que si c'était ailleurs, et quelque part, c'est une bonne décision écologique. C'est ce que je pensais aussi, merci. C'est pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire. Beaucoup de gens s'imaginent qu'on pourra très prochainement remplacer le parc automobile européen de moteurs thermiques par des moteurs électriques. Mais les gens oublient souvent que pour alimenter les moteurs électriques, il faut produire de l'électricité. Et est-ce que l'opinion publique est prête à ce qu'on ouvre des centrales nucléaires un peu partout pour faire tourner nos automobiles ? Donc c'est pas si évident que ça qu'on puisse passer vers la transition technologique propre. Ça va coûter de l'énergie, beaucoup d'énergie. Cette histoire de voiture propre, zéro émission, verte, m'exaspère. C'est un gigantesque mensonge, et d'ailleurs des groupes automobiles ont été condamnés en justice pour l'utilisation, l'emploi abusif de ces mots associés à la voiture électrique. Une voiture propre n'est absolument pas propre. Quand on voit les métaux qu'elle contient, et notamment la batterie, c'est pas propre. Et puis en plus, comme vous dites, à la borne de recharge, il faut recharger, mais d'où vient l'électricité à la borne de recharge ? Alors en France, elle provient notamment du nucléaire. Ce qui fait que l'énergie est relativement décarbonée et que du coup, cette voiture va beaucoup moins polluer. Donc vous avez les écolos qui vantent les bons résultats de la voiture verte en France grâce au nucléaire dont ils veulent se débarrasser. Il faudra qu'on m'explique. Comment ça se passe en Allemagne, qui justement a relancé ses mines de charbon pour remplacer le nucléaire ? Là, je peux vous dire que les analyses de cycle de vie, elles ne sont pas très bonnes. Et puis en Chine, comment ça se passe ? Là-bas, je crois, le mix électrique, c'est 70% de charbon et de pétrole. Donc, voilà la réalité, effectivement, c'est qu'il va bien falloir aller chercher l'énergie quelque part. Et puis, comme on ne va pas ouvrir plus de centrales nucléaires, on va vouloir le remplacer par autre chose, par des énergies alternatives, par des fermes solaires, des éoliennes, mais ça fonctionne de façon intermittente. Donc, il va falloir compléter, comme le font les Allemands aujourd'hui, avec des centrales à charbon et à pétrole. Et donc, tout ça va générer de la pollution. Donc, vous comprenez bien, il faut la faire, cette transition. Je n'ai pas dit qu'il fallait revenir au pétrole. Je veux dire, ces technologies présentent aussi un vrai avantage, un vrai intérêt. Mais simplement, la question, ce n'est pas quelle technologie j'utilise seulement, c'est aussi comment je les utilise. Et donc, il faut aussi arrêter de croire qu'on va passer juste de l'ombre à la lumière et que cette transition, c'est le passage du bas Moyen-Âge à la Renaissance. C'est beaucoup plus compliqué que ça, ça va être beaucoup plus graduel, et il y a des effets pervers induits que personne ne voit. Il faudra bien regarder en face pour pouvoir les corriger tout de suite, avant qu'en fait, on arrive au résultat inverse à celui qu'on avait espéré. Monsieur Venieda, je voudrais faire quand même un correctif. C'est bizarre que quand on achète une voiture électrique, qu'on voudrait acheter une voiture électrique, on ne remonte pas en amont, question de la destruction à cause du pétrole, mais on parle tout de suite du nucléaire,
alors que même sans voiture électrique, le nucléaire est déjà là. Alors, est-ce que c'est la voiture électrique qui est coupable de dire on veut du carburant, nucléaire? Donc c'est faux ce problème. Il faut en tenir compte, mais c'est faux. Il y a des voitures aujourd'hui que les Allemands mettent au point qui est solaire et qui ne dépend pas ni du nucléaire, ni du pétrole. Et donc rejeter la faute en disant que c'est le nucléaire qui est la faute de la construction des voitures électriques, prenons garde, parce que c'est faux. J'ai pas dit que le nucléaire était la faute. Pardon, non, peux pas avoir mais dit ça. C'est ce qui court comme bruit. Ah, aujourd'hui, non, pas vous, mais parmi la population, je suis en train de vouloir construire une voiture électrique. Alors c'est pour ça que je vous dis que ce problème-là pose le problème. On me dit toujours, ouais, mais ta voiture électrique, elle est nourrie au nucléaire. Pas nécessairement. On a des panneaux solaires, on peut hardiment le faire, la nourrir avec des panneaux solaires. Maintenant, le problème des terres rares se pose, comme tu l'as dit. Et en Belgique, on est quand même un petit peu à l'avant-garde, parce que moi, en 89, j'ai commencé à faire des parcs à conteneurs et faire de l'économie circulaire. On m'a pris un peu pour un martien en disant, oui, bon, ça c'est bon pour les Allemands, mais pas en Belgique, tu ne le verras jamais. En France, c'est encore plus tard. Hein, donc, je ne voudrais pas jeter la pierre. Et donc, on a aujourd'hui une usine, par exemple, les gens ne savent pas, mais Umicore prend toutes les terres rares possibles et donc et ne les recycle pas. Si, mais en partie, en tout cas. Non. Il y a une partie de la voiture que les gens ne savent pas non plus, c'est que les voitures diesel, elles ont besoin d'or. De l'or, de la matière rare. Dans leur pot catalyseur, il y a de l'or, du palladium, etc. Donc, des terres rares avec les voitures diesel qu'il faut abolir au plus tôt. Attendez, on a parlé du nucléaire, de l'or, je Oui. sais pas. Enfin, Et donc, tu vois, non, mais c'est parce qu'on rend la voiture coupable parce qu'elle est électrique. Ok, je vous propose d'en débattre peut-être. Après, à moins qu'il y ait une réponse. Vous avez dit beaucoup de choses et donc il faudrait en fait aller point par point sur ce que vous dites dans chacune des matières, etc. Moi je crois simplement qu'au contraire, les gens sont tous déculpabilisés naturellement à l'idée de choisir une voiture électrique. Il y a peut-être un petit sentiment de culpabilité. Moi ce que je vois plutôt, c'est qu'on déculpabilise à fond la caisse. Il n'y a qu'à voir une vidéo pour une voiture électrique à la télévision. Je veux dire, vous êtes le citoyen le plus éco-responsable si vous achetez cette voiture. Au contraire, donc moi je pense qu'il faut justement revenir sur ce message un peu trop simpliste, qui je pense est mensonger, et prouver qu'au contraire, derrière cette voiture, il y a des enjeux écologiques qu'on ne voit pas. Voilà. Quant au mix énergétique français, électrique français, c'est 75% de nucléaire, donc statistiquement, si vous voulez utiliser votre voiture électrique, à un moment vous allez avoir du nucléaire dedans. Merci. Moi c'est Jean-Pierre Chibangou, je suis professeur de génie minier à l'Université de Mons, donc je suis un peu dans le domaine. Et je partage votre analyse, hein, globalement. Je pense que vous avez bien couvert le sujet, notamment, et insisté sur le fait que les ressources qu'on évoque, on voit des projections pour le futur, finalement, qui ne veulent pas dire grand-chose, puisque la ressource est là, la technologie évolue, etc. Bon, je voulais faire un commentaire d'abord pour dire, première chose, en termes de pollution, n'est-ce pas, parce que la délocalisation de l'industrie minière européenne, si je prends le cas de la France, qui est votre pays, bien entendu, je crois que les dernières mines métalliques qui ont fermé, c'était la mine d'uranium de Joie, qui est la mine d'or de Saint-Thierry-la-Perche, tout près de Limoges. Mais en fait, la raison principale, c'était surtout la compétitivité, puisque la pollution était déjà adressée par des codes très, très stricts, je veux dire, au niveau du pays français, surtout qu'il y a eu des scandales comme Salsigne, où il y a eu les mines d'or avec la pollution. Mais depuis lors, il y a une politique volontariste. Ce que je voulais savoir, si vous avez un peu suivi, le nouveau programme de recherche européen, donc le programme H2020, a mis des budgets très importants, puisque le programme de recherche est passé globalement sur le quinquennat de plus ou moins 60 milliards à 80 milliards d'euros. Et là, vous avez un gros projet qui s'appelle RMI, Raw Material Initiative. Ouais. Et actuellement, il y a des consortiums européens qui travaillent d'arrache-pied sur 3 tableaux. Un, c'est le partenariat, comme vous l'avez dit,
2, c'est le recyclage. Et puis 3, c'est arriver à rouvrir des mines en Europe. Et il y a des consortiums, j'interviens là-bas et je suis d'ailleurs en charge de suivi de 2 consortiums européens pour le faire. Et les choses avancent. Donc il y a aussi la substitution on cherche d'arracher là-dedans pour ça. Et alors, je voulais, juste en termes de discussion, bon voilà, une première question que je voulais vous poser. Lorsqu'on fait des projections pour dire, par exemple, dans les 30 ans, voilà ce que va devenir, je ne sais pas moi, comment on va épuiser les ressources dans ce genre-là. Mais que pense-t-on faire du niveau moyen? Vous l'avez soulevé, hein, avec la Chine, dont la population augmente, le monde entier aussi. Pour le moment, le niveau moyen de la population est relativement faible, hein, qu'on enlève l'Europe et les États-Unis. Et qu'est-ce que vous pensez finalement de cette augmentation démographique et de l'ambition que ces populations ont d'arriver? Moi, je me dis, supposons que ces populations-là, africaines, asiatiques, etc., aspirent à être à un niveau qui est le quart de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe-t-il notamment au niveau de l'exploitation de toutes ces ressources? Je ne dis pas qu'elles vont égaler ce niveau-là. Et donc voilà. D'un côté, cette recherche européenne, de l'autre côté, juste une réflexion globale. Sur l'Europe, je vous rejoins. Bon, il ne faut pas non plus miser aujourd'hui. Enfin, moi aussi, je suis un petit peu ces questions-là. Eramine, on s'échange des informations, notamment géologiques et minières. Néanmoins, moi personnellement, mon analyse, c'est que ce sont des efforts, mais qu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui de projet très avancé d'exploitation de métaux rares dans des proportions satisfaisantes par rapport à nos besoins au niveau européen. C'est le temps minier, hein, ça va mettre 20-25 ans, ça va mettre du temps. Ça revient et c'est en train de se réveiller parce qu'on a des problèmes pour la batterie des voitures électriques. Le programme EU Battery Alliance, en fait, nous oblige à réfléchir à notamment où est-ce qu'on va aller chercher le lithium pour pouvoir produire nos batteries. Mais effectivement, ça va dans une direction qui fait qu'on a plus de chances d'avoir plus de mines demain par rapport à aujourd'hui, et l'Europe est un acteur prépondérant pour pousser en ce sens-là. Pour ce qui est de votre seconde question, c'est excessivement compliqué d'y répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que mon grand-père, qui a 90 ans, est né en 1928, et en 1928, il y avait 3 fois moins de monde sur Terre. Et aujourd'hui, nous sommes 3 fois plus, et on sait que les projections, c'est 10 ou 11 milliards. Et oui, tous les pays en développement, en voie de développement dans lesquels je suis allé, mon livre m'a emmené en Afrique du Sud, m'a emmené en Argentine, qui est un peu plus qu'un pays en voie de développement, mais aussi en Chine, en Indonésie. C'est les pays qui veulent accéder au même niveau de vie que nous, et qui veulent manger toujours plus de viande, et qui veulent aller tous se prendre en photo à Bruxelles et devant la Tour Eiffel à Paris, à l'occasion de leurs vacances. Et donc dans ce monde où tout le monde va avoir ces technologies, et où les niveaux de vie vont de plus en plus se niveler de manière égale entre les pays occidentaux et les pays non occidentaux, évidemment que les ressources vont totalement exploser. Et quand nous arrivons dans ces instances internationales et que nous disons, vous savez, la croissance, c'est pas si bien que ça, il faudrait être plus sobre dans vos modes de vie, mais ils sont morts de rire. Ils disent, attendez, vous avez tout foutu en l'air, vous nous expliquez que maintenant la planète va à volo et que c'est à nous de faire des efforts alors que vous en avez bien profité. Non, on va accélérer parce qu'on a envie de rattraper notre niveau de vie, votre niveau de vie et d'arriver au même niveau de vie. Je vous livre cette dernière réflexion que j'avais avec Dominique Bourg, qui est un philosophe français, et à qui je disais, mais comment sommes-nous audibles? Nous sommes 60 millions, nous avons en France, et nous avons 1,4 milliard de Chinois qui n'en ont que faire de ces histoires. Et Dominique Bourg me disait, c'est pas vrai, parce que nous, en France et dans les pays occidentaux, on a eu la croissance insouciante. Mais eux ont la croissance qui n'est pas insouciante, parce qu'ils prennent de plein fouet les conséquences écologiques de leur croissance et de leur mode de vie consumériste. Et donc, me disait-il, les opinions évoluent excessivement vite sur ces questions écologiques dans ces pays-là, et ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Ce n'est pas dans 30 ans qu'ils se réveilleront, parce qu'ils supportent d'ores et déjà les conséquences de ces modes de vie. Et d'ailleurs, on voit la Chine avancer très vite sur ces questions écologiques. En Chine, l'environnement est la première cause de troubles sociaux en Chine. Alors, je vais de l'autre côté. Hop, là au milieu d'abord. Je passe par là. Bonjour. Bravo, merci. Comme j'ai dit, j'ai mal tourné. Je suis passée de Polytech à politique. Et j'ai une voiture hybride. Monsieur le professeur. Voilà, donc je vous ai bien entendu et je voulais justement vous donner un petit, je ne sais pas comment vous êtes connecté à la politique belge ou wallonne.
Mais simplement... J'ai parlé une fois au Parlement belge devant le parti écolo, les Verts. Voilà, et je suis pas écolo, donc voilà. Mais bon, mais je les aime bien. Et donc simplement, au niveau de mes collègues... Au niveau de mes collègues, c'est clair que les députés, c'est tout le temps la technologie nous sauvera. Simplement, au niveau du Parlement de Wallonie, j'ai essayé d'amener une proposition de résolution de consommation éco-responsable sur la conception, démontabilité et réparabilité qui a été refusée. J'ai essayé d'amener au Sénat un rapport d'information sur l'empreinte environnementale, analyse cycle de vie, ça a été refusé aussi. Mais en même temps, quand je vous entends, je me rends compte de l'ampleur de l'exercice. Donc, c'était vous demander si cette notion d'empreinte écologique, environnementale est réellement faisable si on veut aller sur l'ensemble cycle de vie. Et est-ce que je ne suis pas en train de me battre pour rien au niveau du Sénat là-dessus? Il y avait un livre que j'avais commencé, enfin je lis plein de livres, mais faut-il donner un prix à la nature? Je pense que oui aussi. Et aux USA, ils ont déjà travaillé sur les sujets. Il y a des prix réellement associés en dollars par rapport à tous nos impacts environnementaux. Aussi en Belgique, on a une nouvelle pétition qui s'appelle la pétition Walzinc, où on veut réouvrir des mines en Wallonie dans des zones karstiques. Et rien que la prospection, les gens sont déjà contre. Je termine. Hein. Mais c'est vrai que je pensais voir... Enfin, je termine, bon, on se verra après. Mais je pensais au niveau des matières rares. Et vous citez les phosphates. Donc là, moi, j'ai le rapport... et je n'ai pas vu le Sahara occidental ou le Maroc apparaître. Or, on connaît les fameuses tensions qu'il y a là-bas. Je pensais voir l'or, l'argent, le platine. Mais je pensais aussi au coltan en RDC qui crée de véritables problèmes humains dramatiques. Donc, on est sur ces fameuses dimensions et environnementales, effectivement, et sociales. Mais voilà, on pourra continuer la conversation peut-être après. Mais surtout par rapport à cette empreinte environnementale, selon vous, est-ce réellement calculable en prenant vraiment toutes ces dimensions et autant de détails auxquels, effectivement, au départ, on ne pense pas à tous ces métaux rares aussi nombreux. Merci. Alors vous avez dit beaucoup de choses. On peut parler du coltan qui n'est pas considéré comme critique par la Commission européenne, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas sur la carte. Néanmoins, c'est un métal qui est excessivement important pour nos téléphones et qui vient du Kivu. Et on peut en parler, c'est un minerai de guerre, un minerai de sang, comme on dit. En fait, je pense que la première des choses, et c'est aussi une solution qui doit s'appliquer à notre niveau, c'est que nous ayons connaissance de la vérité écologique des produits. C'est-à-dire que ces produits, il y a une vérité écologique que nous ne connaissons pas, qui est l'empreinte carbone, l'empreinte matière. Saviez-vous qu'un téléphone de 120 grammes, il faut mobiliser 70 kg de matière dans le processus industriel pour arriver à 120 grammes. Ça veut dire qu'il y a un ratio de 1 à 583. Il faut 580 fois plus de matière que le résultat final. Et pour une puce, c'est de 1 à 1000 ou 1 à 2000. Donc en fait, si nous n'avons pas conscience de cette vérité écologique, comment voulez-vous que nous réagissions? Et donc moi je me demande si de la même façon qu'il y a toujours maintenant l'empreinte carbone, vous savez quand vous achetez un billet de train là, à la SNCB ou à la SNCF, il y a marqué votre voyage génère tant de CO2 dans l'atmosphère, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait au dos de nos produits marqué l'empreinte matière? Et je ne sais comment, quel indicateur mettre en place pour que ce soit accessible aux consommateurs de la façon la plus simple, mais ces chiffres existent, on les connaît. Comment est-ce qu'on fait en sorte que le consommateur soit mieux informé de ces enjeux-là pour le comprendre? Donc voilà une vaste question qui en ouvre d'autres autour de... J'allais dire quelque chose, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais la question des indicateurs, voilà, pour calculer cela est réelle. Alors ensuite, il y a les ACV, les analyses de cycle de vie, et ça, c'est en train de devenir systématiquement obligatoire. Et donc, ça veut dire que les industriels doivent dire exactement, sur l'ensemble de sa vie, ce qu'une voiture, ce qu'un téléphone, ce qu'une chaussette connectée va générer comme CO2 dans l'atmosphère. Ou comme matière aussi, mais notamment sur le CO2, les gaz à effet de serre. Et ça, il faut également que ces chiffres soient connus parce que ça nous sortira de cette idée que nous ne polluons pas quand nous consommons ces technologies, mais qu'il y a une pollution en amont et en aval. Donc ce sont des réflexions qui ont lieu. Alors moi je parle au niveau français parce que je connais le niveau français, mais ce sont des choses qui sont souvent mentionnées dans la feuille de route pour l'économie circulaire du gouvernement français qui a été publiée en mai de cette année. Voilà. Ensuite, entre la proclamation de ce dispositif et sa mise en œuvre, ça va être excessivement long. Mais d'abord, comment nous informons-nous sur ces questions? Comment connaissons-nous la vérité écologique des produits? Bonsoir, merci beaucoup.
pour l'exposer, pour un peu, finalement, en tout cas moi, m'éclairer sur les dérives plutôt de la production et de l'offre liée à l'électronique et aux nouvelles technologies. Je voulais un peu avoir aussi votre avis sur le côté demande. Et bon, Apple, Amazon et Google, je crois, sont les 3 plus grosses capitalisations boursières mondiales. Et nous changeons de téléphone sans doute presque une fois par an. Et nous sommes les premiers à consommer tous ces produits. Quel est votre avis? Et est-ce que ce n'est pas une piste pour augmenter votre panel d'interviews et aller voir aussi du côté de la demande et de tous ces géants et de nous-mêmes, les consommateurs? Et donc vos questions, pardon, j'ai pas forcément bien compris la. Est-ce que vous pourriez me reformuler votre question, pardon? Je voulais un peu avoir votre avis sur finalement notre consommation et le rôle que jouent les géants industriels qui eux sont les consommateurs de ces terres rares qui finalement polluent et qui ont des dérives comme vous l'avez expliqué aujourd'hui. Ces fabricants connaissent très bien ce qui est contenu dans leurs produits. Ils le savent d'autant mieux qu'en plus ils vont maintenant parce qu'en fait il y a des problèmes d'approvisionnement autour du cobalt par exemple. Et donc ces industriels en fait, on a vu ça notamment avec Apple et puis Volkswagen par ailleurs qui n'est pas un industriel du numérique, mais aller directement essayer de trouver le cobalt à la mine pour sécuriser le minerai à la mine, ce qu'on n'avait jamais vu avant. Donc ça veut dire que les industriels sont en train de s'impliquer davantage dans l'amont minier parce qu'il leur est devenu important de réintégrer la mine dans leur chaîne d'approvisionnement pour ne pas se faire squeezer par les Chinois. Donc ces industriels sont bien conscients de ce qu'il y a dans leur technologie. Et comme je vous l'ai dit, il y a un système de déresponsabilisation organisée qui, de toute façon, ne va pas pouvoir durer compte tenu de ce lien direct qui est en train de se faire entre la mine et le produit fini dans la chaîne de production industrielle. Ensuite, vous me posez une question, je ne suis pas sûr d'avoir plus de réponses que vous par rapport à l'effet génial que le marketing de ces groupes peut avoir sur nos envies de consommation et de changer de téléphone tous les ans. Pour vous, bon, moi c'est un peu moins souvent, mais voilà, que vous dire sinon qu'évidemment, si la demande change et que si la demande pour d'autres technologies évolue, l'industriel va s'adapter à cela. Vous savez, il y a eu cette histoire en Norvège sur fond de campagne de presse négative sur l'île de Palme. Eh bien, les enfants norvégiens ont arrêté du jour au lendemain de consommer certaines pâtes à tartiner à base d'huile de palme. Et bien, l'industriel s'est adapté aux consommateurs. Et du jour au lendemain, on trouvait autre chose que de l'huile de palme dans les pâtes à tartiner norvégiennes. Et ben, c'est pareil ici. Si jamais nos exigences de consommateurs, c'est que les minerais viennent de zones qui ne sont pas en conflit, où on respecte les droits de l'homme, on ne fait pas travailler les enfants et où on ne dévaste pas toute la biodiversité sur notre passage, l'industriel va s'y adapter. Et on voit l'opinion publique, je pense, vraiment ces questions-là monter dans l'opinion. C'est en train de devenir d'ailleurs un règlement européen qui va être appliqué en 2021 sur certains métaux. C'est en train de devenir même un cadre non contraignant, mais au sein de l'OCDE. L'OCDE commence à proposer des cadres juridiques, en tout cas des cadres de bonnes pratiques non contraignantes pour que les industriels et que les États surtout imposent, eux, pour un coup, des réglementations contraignantes par rapport à la traçabilité de ces matières premières. Et donc on voit monter ces enjeux-là qui font que les industriels vont devoir davantage le prendre en compte. Je ne sais pas si je vous réponds correctement. Ok, alors il commence à se faire tard. Guillaume doit probablement commencer à fatiguer. Donc je vais encore prendre 2 questions qui sont déjà désignées à l'arrière et à l'avant. Voilà, j'avais une courte question à vous poser. À un moment donné, en réponse à une autre question, vous avez dit qu'il fallait recharger les batteries des voitures électriques. Et puis vous avez immédiatement switché sur les centrales nucléaires. Mais au tout début de votre exposé, vous aviez aussi parlé des éoliennes. Et vous aviez dit qu'elles contenaient essentiellement du cuivre. Et donc je vois que là, le cuivre, c'est pas quelque chose de rare. Et en plus, c'est recyclable. Donc est-ce qu'il n'y a pas une lueur d'espoir par rapport à la production d'énergie électrique, puisque c'est quand même aussi un des aspects fondamentaux de la transition énergétique, c'est la production d'énergie. Donc est-ce qu'il n'y a pas au moins possibilité de la produire proprement avec les éoliennes qui ne vont pas nécessiter de métaux rares? Alors, certaines éoliennes, on peut se passer de métaux rares pour les éoliennes, et notamment de terres rares. On en trouve dans certaines éoliennes et pas dans d'autres. Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec des détails techniques, mais effectivement, on sait faire et on va en plus vers des technologies qui vont permettre de rendre ces technologies vertes plus efficientes et toujours moins sales. Hein. Le progrès fait qu'on peut espérer que l'avenir soit meilleur. Il ne faut pas oublier que, encore une fois, cette transition est métallique au sens large du terme. Et dans une éolienne, vous n'avez pas que des terres rares. Vous avez, il faut du béton, beaucoup de béton, il faut beaucoup de cuivre, parce qu'en fait, les éoliennes sont reliées par des câbles en cuivre au réseau électrique.
il faut du fer, il faut toutes sortes de... Enfin, je veux dire, il faut un nombre d'éléments absolument hallucinants que je ne connais pas par cœur dans cette table de Mendeleïev. Donc il faut bien prendre conscience de l'ensemble des métaux, rares et pas rares, que ça suppose. Et aujourd'hui, on sait qu'à la sortie d'usine, l'intensité matérielle d'une éolienne est plus importante qu'une technologie thermique. C'est-à-dire qu'il va falloir plus de matières premières à la sortie d'usine pour fabriquer une éolienne à capacité de production d'électricité équivalente à une centrale à charbon ou à pétrole. Et juste pour compléter, je suis en train de faire je demande à un chercheur grenoblois, français, une question, il va me répondre, mais il a commencé à me donner des éléments de réponse sur quelles sont les matières directes et indirectes qui sont impliquées dans cette technologie. C'est-à-dire que dans une éolienne, on sait qu'il y a tant de kilos, de tonnes de tel ou tel ou tel métal. Il suffit d'ouvrir le mode d'emploi pour avoir, je dirais, la recette de l'éolienne. Mais quelle matière a-t-il fallu pour fabriquer ces matières ? Et quelle matière a-t-il fallu pour fabriquer les matières nécessaires à ces matières ? Et donc en fait, on rentre dans une spirale de la chaîne de causalité entre les matières. Parce que par exemple, vous parlez du cuivre, qui n'est pas rare, qui se recycle, ok. Le cuivre vient notamment du Chili, qui est le premier producteur de cuivre au monde, et du nord du Chili, dans la zone la plus aride de la planète, qu'on appelle le désert d'Atacama, notamment. Ce cuivre-là, il faut le purifier pour qu'il soit pur à 100%, et il faut de l'eau. Mais il n'y a pas d'eau là-bas. Et donc du coup, aujourd'hui, de plus en plus, les industriels vont chercher de l'eau de mer qu'ils vont désaliniser, et ils vont la faire transporter par pipe depuis l'océan Pacifique jusque dans les zones minières pour le recyclage, pour le raffinage. L'eau est désalinisée, donc il faut une centrale de désalinisation qui elle-même est fabriquée à base de matières premières dont je ne connais pas la précision, mais vous imaginez bien que c'est assez important en termes d'infrastructure. Pour la faire tourner, il faut une centrale électrique. La centrale électrique tourne à quoi ? C'est une ferme solaire ? C'est une centrale à charbon ? Pour extraire le charbon, il faut quoi ? Et donc en fait, quand on remonte les cercles concentriques, en fait, à l'arrivée, que nous disent chercheurs ? Eh bien, pour une éolienne, il faut du charbon, du pétrole, de l'uranium, des produits chimiques, il faut des forêts. Ils calculent même combien il faut de forêts parce qu'ils calculent le déboisement. Il faut en fait des matières qui viennent du monde entier et qui mobilisent des dizaines de pays à travers le monde qui sont impliqués dans cette chaîne-là. Voilà. Donc c'était bien pour vous dire que le problème des métaux rares est très important, mais il cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, il cache en fait l'ensemble des métaux et l'ensemble des ressources, même non métalliques, qui rentrent dans ces processus de production. Et donc, si on sait, si c'est intéressant à certains aspects, à certains égards, d'avoir ces éoliennes, il faut simplement bien prendre en considération, pour notre réflexion citoyenne, quels sont les coûts cachés de ces éoliennes, qu'est-ce que ça implique comme ressources et comme énergie grise, et ça, on ne le voit pas. Et à ce moment-là, on peut faire les comparatifs, mais jusque maintenant, vous êtes d'accord avec moi que tous ces problèmes-là, on ne les connaissait pas, et ils avaient été soustraits de notre analyse critique. On reviendra sur ces questions si vous voulez bien. Entre vous, on va prendre juste la dernière question devant. Alors moi je me demandais si la Russie n'avait pas une carte énorme à jouer, et notamment via la fonte du permafrost et les énormes régions sibériennes, des zones où personne n'habite, et finalement tout le monde se fout médiatiquement parce que ce sont des zones qui seront de toute façon via la fonte du permafrost dévastées. Et donc est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer pour la Russie justement à aller dévaster encore un peu plus ces terres-là et aller les retourner allègrement, voilà, pour qu'elles aient enfin une utilité? Alors, vous serez peut-être étonné de savoir que j'ai très peu vu, voire jamais vu la Russie sur les radars de mon enquête. Dieu sait s'il y a des pays où ces questions minières sont en train de devenir stratégiques, où se cristallise un nationalisme minier, ça veut dire nous avons la ressource, nous allons la garder pour nous-mêmes, et il n'est pas question que les Occidentaux viennent se servir comme ils ont pu le faire par le passé. Et néanmoins, dans cet ensemble, dans ce tableau-là, je n'ai quasiment jamais vu la Russie. La Russie a une stratégie industrielle qui repose sur les hydrocarbures, le pétrole notamment, le gaz, les industries lourdes, et on ne peut pas dire que leur vision industrielle sur ces questions-là soit extrêmement visionnaire. Pardon de faire une répétition de mots. Donc en réalité, oui, la fonte du permafrost pourrait peut-être, bon aujourd'hui le réchauffement climatique, ça leur donne des idées pour les nouvelles routes commerciales, hein, c'est ça en fait surtout. Mais j'ai pas entendu parler de projets miniers considérables en Russie, compte tenu de cette question du réchauffement climatique. Les Russes sont présents sur le palladium. Ça, je peux en dire un mot. Le palladium, c'est un métal qui est indispensable notamment pour la catalyse de vos pots d'échappement.
Donc si ça pollue un peu moins à la sortie du pot d'échappement, c'est parce qu'il y a un catalyseur et le palladium est indispensable. Et la Russie est un gros producteur de palladium et c'est elle qui nous fournit l'essentiel du palladium. Et vous serez intéressé de savoir qu'en fait ce palladium, elle ne l'extrait plus quasiment aujourd'hui, mais ce sont des stocks. Et c'est des stocks qui avaient été constitués pendant la guerre froide. Et pendant la guerre froide, le palladium, on pensait côté russe, côté soviétique, que ça pouvait avoir des applications militaires. Et donc on stockait ces métaux parce que, en vue de la situation actuelle, il fallait absolument conserver des stocks stratégiques. Et à la fin de la guerre froide, dividende de la paix, eh bien, tous les pays se sont mis à liquider leurs stocks stratégiques de métaux. Et la Russie a commencé à liquider son stock de palladium. Et elle continue de liquider son palladium aujourd'hui. Donc si vous roulez aujourd'hui dans une voiture thermique et que vous avez un pot catalytique, vous avez tous un pot catalytique, eh bien vous devez la moindre pollution dans les villes permise par la catalyse au palladium de la guerre froide et au palladium des ex-soviétiques. Voilà, je pense qu'il est temps, pour ne pas complètement massacrer physiquement et psychologiquement notre intervenant aujourd'hui, de s'arrêter. Je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se levaient encore. Mais je répondrai à vos questions, on est là. Hein. Enfin, voilà. On va prendre une bière, c'est ça, il y avait. Voilà, je suis désolé d'en avoir frustré certains d'entre vous, mais Guillaume reste avec nous, puisqu'effectivement, dans cette optique de décroissance et de consommation modérée, nous allons consommer ensemble des produits, pas locaux, syriens, mais produits localement, transformés localement, des bières montoises et du vin qui vous sont gracieusement offerts dans le hall d'entrée. Et on poursuit bien sûr là-bas nos discussions. Je vous demande d'applaudir encore une fois notre intervenant et de le remercier. Et merci beaucoup à vous, Baptiste.